Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, un podcast de théorie théorique avec des spécialistes, des experts en théorie théorique. Les théories du jeu vidéo peuvent-elles s'adapter au jeu de rôle, s'exporter dans le domaine du JDR? C'est le sujet que l'on va traiter avec Darky. Darky, ça va? Salut, la pêche, la patate. Darky, on rappelle qui tu es, l'artisan des ateliers imaginaires, tu es un codeur. Yes. Voilà, donc tu as l'habitude de fréquenter les milieux qui parlent de jeux vidéo, puisque tu as fait aussi plusieurs jeux vidéo. Ouais, en indépendant, je développe des petits trucs. Voilà, donc... Et je joue aussi. Et j'ai perdu. Un podcast pour toi. Je viens de perdre au jeu aussi dès le départ. Nous sommes également avec Pierre Girard, Pierre Milaz. Ça va? T'as la pêche? Salut Ram. Alors on rappelle un petit peu que dans ton domaine aussi, tu fais énormément de code, notamment pour la simulation de catastrophes naturelles ou industrielles. Plutôt industriel même, des trucs qui tuent, des explosions, du feu. C'est le Michael Bay de l'assurance. Voilà. Et de... Exactement. Voilà. Donc du coup, tu as un petit peu l'habitude aussi de ces théories dans le domaine donc du code, de l'informatique. Nous sommes avec Valentin. Salut. Étudiant en informatique théorique, c'est un chercheur, travaille à Lyon. Valentin, ça va? Ouais, ça va. Une nouvelle voix sur la cellule comme ça, c'est Darky qui l'a ramené dans sa sacoche. Il dit, toi, tu fais un sujet là-dessus, ça peut être intéressant d'avoir mon ami Valentin. Et tu as bien fait. Et puis nous sommes avec un grand monsieur, Stéphane Gros. Hello, tu es ni plus ni moins en fait celui qui a codé l'IA d'un jeu très célèbre qui s'appelle Dofus. Tu travailles chez Ankama. Stéphane, est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as la banane? J'ai la pêche, j'ai la patate. Et il se trouve que c'est toi. Je n'ai pas développé l'IA, je développe actuellement. L'IA, d'accord. Moi qui fais la base. Excuse-moi. Mais en tout cas, voilà, donc tu travailles chez Ankama dans le jeu vidéo et tu t'es énormément intéressé au cours de tes pérégrinations au domaine des recherches sur le jeu vidéo. Et donc les théories du jeu vidéo, tu les connais très bien. Et c'est d'ailleurs toi qui amène ce podcast aujourd'hui parce que tu es rôliste aussi, tu es biclassé, comme tout le monde autour de cette table en fait. Multiclassé. Tu es multiclassé, gamer et justement rôliste. Et quand tu as abordé les théories du jeu vidéo, apparemment, tu t'es dit, mais attends, mais tout ça, ça peut parfaitement s'exporter au domaine du jeu de rôle. Et on va voir si c'est le cas ou pas. C'est le thème de ce podcast. Stéphane, pourquoi t'étudies ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel genre de théories dans le jeu vidéo t'ont amené à penser ça? Stéphane. Alors, quand on parle de jeu de rôle, on parle de... Enfin, dans jeu de rôle, il y a jeu en premier mot. Et du coup, quand on étudie le jeu, quand on étudie le design du jeu, comment on fabrique un jeu, ça m'a semblé assez naturel de me poser cette question de à quel point ce qu'on étudie sur le jeu, ça va pouvoir marcher pour ce type de jeu particulier qu'est le jeu de rôle. D'accord. Et je défends pas forcément que tout peut s'adapter, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont en commun, pas mal de ponts, et qui sont peut-être pas assez souvent mis en valeur. D'accord. Donc ce serait... tu défendrais l'idée que il y a pour le moment, entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, une sorte de, de mutisme, d'aveuglement l'un par rapport à l'autre, qui est dommageable pour les uns et les autres, et qu'il faudrait davantage de ponts entre les deux domaines pour qu'ils puissent progresser. Complètement. Ensemble. Actuellement, en fait, il y a quelque chose quand même de très intéressant qui se passe sur le jeu avec le jeu vidéo, mais c'est sur le jeu du coup en général. C'est que le jeu redevient un sujet d'étude envisageable. Ça redevient quelque chose qui intéresse et dont on peut discuter en théorie, sur lequel on peut même faire de la recherche. Je trouve que le jeu de rôle est un peu exclu de ce mouvement-là pour l'instant. Et je trouverais ça vraiment intéressant qu'il y ait plus de ponts, plus de liens entre les deux. Alors, qu'est-ce qui te fait te dire ça, que le jeu devient plus universitaire? Est-ce que tu as des études à nous citer? Est-ce qu'il y a des gens dont tu voudrais parler ici? Alors, il y a énormément de choses, mais concrètement, oui, il y a eu beaucoup d'études en fait dernièrement. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont penchés dessus parce que le jeu vidéo, notamment, est un domaine qui fait émerger beaucoup de choses, qui a vu beaucoup d'avancées techniques. Et ces avancées techniques ont ensuite été exploitées dans d'autres domaines. En chirurgie, par exemple, on parle beaucoup de ce qui est le serious game. Ouais. Pas seulement en chirurgie, mais c'est un exemple où on va utiliser les technologies de simulation qui viennent du jeu vidéo pour apprendre aux gens à opérer, par exemple. Mais ça s'applique à énormément de choses. En fait, le serious game a connu une mode énorme dernièrement dans la science, dans la recherche, en entreprise, tout à fait. Ajoute Pierre, ouais.
Pierre qui n'a pas de micro. En entreprise, vous en servez aussi? Ouais, en entreprise, les serious games, ça fait quelques années qu'on utilise ça et ça devient de plus en plus à la mode. Ouais, Alors, est-ce qu'on pourrait expliquer à nos auditeurs rapidement qu'est-ce que vous appelez des serious games, Pierre ou Stéphane? Alors le serious game, en fait, c'est on va réunir dans un cadre particulier, une situation particulière, tous les acteurs. Alors d'une entreprise, si le serious game est fait dans le cadre d'une entreprise. On peut faire aussi ça avec les services de secours, les pompiers, le SDIS, la police pour simuler une situation de crise par exemple. Et en fait on va simuler une situation réelle et on va observer comment les acteurs réagissent à cette situation. C'est de l'entraînement quoi, c'est de l'entraînement mais et alors, dans le réel. Pourquoi c'est du jeu vidéo ça, c'est pas du jeu vidéo, ça c'est du jeu de rôle, non, il me semble. Alors, en fait, ça dépend du domaine. Il y a largement, en fait, l'idée d'utiliser les technologies du jeu vidéo pour faire ces simulations. Ah oui. Par exemple, du flying simulator, du flight simulator pour des simulateurs de vol, pardon, pour apprendre à piloter des avions, ce genre de choses. Ça fait très longtemps que l'armée utilise ce genre de choses, mais ils les tentent de plus en plus en essayant de donner des situations stratégiques réelles, mais mises en situation virtuellement, de manière à ce que les gens on ait une lecture peut-être plus, à ce que les soldats puissent en avoir une lecture plus objective. D'accord. Et décomplexée. Je pense par exemple aussi, pour poursuivre sur le cas de l'entreprise, Pierre. On va simuler un environnement d'entreprise virtuellement. On va dire moi j'ai une entreprise qui va produire ce produit-là ou telle gamme de produits et puis on va plonger les acteurs dans un univers économique simulé et puis on va dire comment est-ce que vous gérez votre stratégie, comment est-ce que vous allez vendre, etc. On utilise le jeu vidéo pour mettre les acteurs dans une situation. D'accord. Stéphane puis Darky. Ce qui ressort de ce que dit Pierre, c'est que on appelle ça du serious game, mais on voit que l'aspect game est quand même très faible. Moi, j'ai envie de dire finalement du serious reality, enfin du reality game, j'ai presque envie d'appeler ça. C'est la réalité virtuelle, en fait. Presque. Oui, non, effectivement, le côté jeu. On dit que c'est un jeu parce qu'on va simuler et qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences derrière. C'est simplement pour entraîner. Je pense que le jeu doit être pris dans le sens entraînement. C'est de la simulation, quoi. C'est ce que j'avais demandé déjà. Comment je bosse pour des instituts financiers qui font des stress tests, qui sont des serious games quelque part dans ce sens-là. On simule que les taux se cassent la gueule, que nos emprunteurs n'empruntent plus, etc. Pour en tirer des conséquences, voir comment tout le monde réagit, etc. Mais c'est plus de l'ordre de la simulation de crise que d'un jeu. En fait, Stéphane, pour moi, le serious game, ça a justement été une mode et c'est en train de pas mal repartir en arrière parce qu'il y avait un peu un contresens à ce niveau-là. Il y avait un peu deux choses dans le serious game. Il y avait d'un côté un peu une illusion qu'on allait pouvoir amuser les gens à s'entraîner à quelque chose et que du coup, en y allant volontairement et avec plaisir, ce serait beaucoup plus efficace. Mais pour ça, il faut que ce soit un vrai game. Et de l'autre côté, une confusion un peu sur le vocabulaire où souvent le serious game a couvert simplement l'utilisation de technologies du jeu, et notamment du jeu vidéo, pour faire de la simulation qui n'était pas du tout game. Mais les deux termes sont très opposés. On peut difficilement être serious dans un game et on peut difficilement être un game en s'obligeant à être serious. Exactement. Ouais. Valentin, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, c'était juste par rapport à quand on dit le mot jeu. Par exemple, moi, d'un point de vue mathématique, ça me fait assez rapidement penser à la théorie des jeux. Ouais. Et la théorie des jeux, c'est pas forcément quelque chose de très amusant tout le temps. Par exemple, ça c'est un fait. C'est-à-dire que la théorie des jeux, c'est notamment ce qui est appliqué à la bourse ou à des choses comme ça. Il y a le dilemme du prisonnier. Je pense que les prisonniers s'amusent pas tellement. La sociologie aussi. La sociologie, tout ça. Et en fait, du coup, d'un point de vue mathématique, un jeu, c'est plutôt défini comme une confrontation entre des personnes qui ont des objectifs différents. Alors, du coup, de ce point de vue-là, la définition, je pense, d'un jeu varie selon les personnes qui veulent en parler.
Du coup, alors t'as tout à fait raison de le rappeler, Valentin. Je suis désolé, je te coupe un petit peu pour retourner dans le sujet, puis après je te redonne la parole pour continuer ce que tu disais. L'idée, en fait, c'est que quand on parle d'exportation de théorie d'un jeu vers un autre, comme c'est là le cas aujourd'hui dans ce podcast, c'est-à-dire qu'on parle d'exportation des théories du jeu vidéo vers le jeu de rôle, évidemment, il va falloir s'interroger sur la notion de jeu. Est-ce que c'est le même jeu? Est-ce que ici, les jeux dont il est question ont des définitions similaires? D'où la question finalement que tu poses, Valentin, et qui est très intéressante pour ce débat. Donc je te laisse développer. Non, c'est juste pour faire le lien avec notre sujet. Ouais, c'était juste un petit peu ce que je voulais dire. C'était parler de la théorie des jeux qui finalement concerne juste les confrontations. Puis je pensais aussi à du coup, c'est un peu ce dont on parlait, la limite entre ce qui est un jeu et ce qui n'en est pas, parce que c'est quand même quelque part peut-être un concept qui est un petit peu flou. Moi, je disais qu'il y a certaines choses que je considère comme des jeux, qu'il y a certaines personnes que ça les amuse pas du tout. Enfin, chacun voit. Enfin, comment dire? De toute façon, s'amuser pour beaucoup c'est qui le théoricien qui dit que s'amuser, c'est apprendre? Est-ce que vous connaissez son nom? Moi, je m'en souviens plus. J'en ai entendu parler via Brand, Jérôme Larrey, qui en parle dans son article pour Coralie David, mais je ne me souviens plus là de mémoire. Mais en tout cas, s'amuser, c'est souvent lié à apprendre, et le jeu, c'est la méthode d'apprentissage par excellence. On joue avec le monde pour s'adapter. Je passe la parole à Pierre, puis ensuite à oui, juste en fait, c'est pour rebondir sur ce que disait Valentin, et pour juste faire un retour sur les serious games. On disait que c'était sérieux, donc c'était pas des jeux. En fait, souvent on dit que c'est des serious games parce que dans game on pense à des jeux qui apprennent aux gens. C'était ça le but. C'est pour mais ça est-ce que le jeu n'est pas toujours serious? Enfin, moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser, c'est serious game, parce que finalement, toute forme de jeu, même le Monopoly, même le moindre casse-brique, apprend des choses, même si ces choses ne sont pas forcément très utiles dans la vie de tous les jours. Oui, mais t'apprends quand même. Tu apprends de l'habilité, du skill. T'apprends à te dépasser dans un domaine de définition bien cadré, dans un ensemble de contraintes données. C'est ça, Stéphane. Alors en fait, c'est en game design, en tout cas, quand on approche ce domaine-là, c'est généralement une définition du jeu qui revient très souvent. En fait, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on joue en tant qu'humain. On se rend compte que on n'est pas les seuls à jouer, on se rend compte que les mammifères aussi, la plupart des mammifères jouent. Si c'est pas tous, je suis pas très calé sur le domaine. Et pourquoi est-ce qu'ils jouent? Ils jouent évidemment pour apprendre. Quand un lionceau il joue à sauter sur son frangin à lionceau, c'est parce que s'il n'avait jamais fait ça, il serait bien normal de chasser ensuite. En ayant fait ça pendant toute sa jeunesse de lionceau, il s'est armé, il s'est musclé, et il s'est rendu compétent dans ce domaine-là. Et du coup, une des théories vraiment très prenantes dans ce domaine, c'est de penser que le plaisir de jeu vient très largement de l'apprentissage, du plaisir d'apprendre. En fait. Justement, là, on est en train de chercher un petit peu avec G. Brougère, jouer et apprendre. C'est un article qui parle de ça, justement. C'est une des références d'Arki, d'après toi. Enfin bon. En tout cas, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Alors, désolé, j'ai pas de source précise à citer sur ça, mais je pense que si on tape jouer et apprendre ou apprendre et jouer. Voilà, il y en a. Enfin, on peut trouver ça aussi dans certaines pensées asiatiques. L'idée que on commence à mourir lorsqu'on cesse d'apprendre, ça rejoint des thématiques qui sont un peu similaires. L'idée que l'apprentissage est au cœur de la vie parce que la vie, c'est la volonté de survivre, d'aller plus loin, de s'adapter à un environnement donné, de dépasser en fait ses propres habilités pour aller plus loin. Et donc l'apprentissage ici, on me semble qu'on est ici à un point presque. Mais dans ce cas, tu as plein de programmes qui font de l'apprentissage, par exemple, qui résolvent quelque chose en apprenant. Est-ce qu'on peut dire qu'ils jouent? Ça me paraît encore trop limité comme définition du jeu. D'accord, ouais. Il y a encore une autre. Bah oui, parce que je te vois plisser les yeux, Stéphane, mais oui, il a raison. C'est-à-dire que une machine qu'on code pour, par exemple, de détecter le nombre de mots sur une page, d'un mot donné sur une page sur Internet,
Elle est en train d'apprendre. Ouais, enfin là, non, peut-être que ça ferait un sujet pour un podcast suivant. Oui, tout à fait. On s'égare un peu. Tu pensais à ton IA là qui. Non, pas forcément la mienne, mais t'as toute le machine learning. C'est bien ce que ça dit. C'est des IA qui codent en partie leur comportement en fonction du contexte, quoi. Et donc du coup, on dit vraiment que c'est de l'apprentissage. D'accord. Et elles font ça dans un but. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'elles jouent pour autant ? Ça me paraît bizarre. Dans le jeu, il y a quand même une composante de fun. Même si on apprend, il y a quand même, il faut un univers. Ça me semble étrange de définir le jeu par rapport à la nature de ses joueurs. Dire que c'est pas un jeu parce qu'une machine est en train d'apprendre au lieu que ce soit un humain. Ah, clairement, je trouve que c'est bizarre, mais disons que c'est quand même un truc qui me dérange. Si on arrive à une définition du jeu qui inclut le fait qu'un PC peut jouer, ça me paraît, enfin d'un autre côté. Enfin, en tout cas. Ouais, c'est. Ça, par rapport au fun aussi, j'aimerais bien ça sera un podcast très intéressant à faire sur la notion de fun que je trouve pas très clair, hein, pour le moins. Je pense qu'on risque d'en parler celui-là. D'accord. Pour rester un peu encore Valentin. sur la définition de jeu, c'est mon père qui est un joueur d'échecs, qui joue beaucoup, a l'habitude de dire que, il joue en club, etc., que le jeu d'échecs au début c'est un jeu. Puis ça devient un sport, puis à un certain niveau ça devient un art. Et pourtant on parle bien du même jeu, avec les mêmes règles, et plutôt quelque part, ce que c'est le jeu, ça vient pas des règles et de ce qui est défini, mais plutôt de la manière dont on perçoit la chose. Les grands joueurs d'échecs, c'est leur métier. Eux, leur métier, c'est de travailler, de jouer aux échecs pour gagner leur vie, et ils travaillent 10 heures par jour pour apprendre le jeu d'échecs. Moi, quand je joue aux échecs, c'est juste du fun, c'est pas un métier, c'est très intéressant ça. Alors, une définition du jeu que j'aime bien dit que c'est un cadre fictif dans lequel on peut faire un apprentissage sans risque. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand il devient professionnel, ça cesse d'être du jeu parce que c'est plus sans risque, il y a un vrai enjeu. Du coup, on sort de ce cadre. C'est très intéressant comme définition. Je connaissais pas ça. C'est la définition qu'en donnait par exemple Dr Mops et Monsieur Fall sur le podcast Trick Track qu'on avait appris. C'est la définition que je voulais te dire tout à l'heure en préparation du podcast quand on discutait. C'était cette définition-là que je recherchais, Stéphane. Effectivement, c'est une très bonne définition. Qui me plaît le plus, quoi. C'est un cadre d'apprentissage sans risque, c'est ça que tu dis ? Ouais, c'est ça. Sans risque. Ouais. D'accord. Alors ça va être très intéressant, notamment justement cette définition-là, c'est celle que je reprends dans le Maelstrom justement pour expliquer que le jeu de rôle c'est bel et bien un jeu parce que le contenu fictionnel malléable qui est créé, il commence lorsque la partie commence, il s'arrête lorsque la partie s'arrête, il est sans risque pour le reste du monde et pour le reste de la réalité. Rapidement, pour revenir quand même au sujet qui nous occupe, parce qu'on a fait une définition du jeu, juste pour répondre à Valentin, puis ensuite on va revenir. Une autre définition du jeu, c'est celle qui est donnée notamment par Fabien Ilvain et Frédéric Sintès, qui parle de la notion de jeu comme le mouvement d'une pièce dans un ensemble de pièces plus larges, c'est-à-dire le jeu au sens de quand on dit qu'une pièce mécanique a du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? On trouve aussi cette définition du jeu chez Wittgenstein. Elle est très intéressante pour le jeu de rôle, parce qu'en fait, si on réfléchit bien dans le jeu de rôle, les règles donnent un cadre, les joueurs incarnent des rôles et se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils doivent faire des choix qui dépendent des libertés laissées par l'espace donné par les règles. Et donc on se retrouve vraiment dans ce cas où chaque joueur est finalement une pièce mécanique d'un ensemble plus grand et dans lequel il a du mouvement. Des gens comme Vincent Baker, par exemple, sur La Forge, on peut trouver des articles sur le positionnement. On trouve aussi ces articles sur le blog de Frédéric Sintès, dans lesquels il parle du positionnement. C'est cette idée qu'à un moment donné, au cours d'une partie de jeu de rôle, le joueur est face à un ensemble en fait de libertés dans un cadre plus grand que sont les contraintes des règles, le contrat social, etc., etc. Et donc il prend des décisions en fonction. Et là on retrouve aussi une notion de jeu qui est comme exploration des libertés laissées par un ensemble de règles. Mais on est très très proche de l'idée finalement de Stéphane de tout à l'heure. C'est l'idée que on apprend dans un ensemble de contraintes. Et alors si tous les joueurs sont des pièces mécaniques dans un espace, qui fait le lubrifiant ? Écoute, je te laisse le soin de produire le lubrifiant pour tes parties de jeu de rôle. Excusez-moi, je suis un gros mécanicien. Alors quand on parle de pièces, de jeux, tout ça.
L'idée en fait, l'idée c'est que il n'y a pas besoin de lubrifiant, si tu veux, puisque tu prends tes décisions dans un cadre de contraintes qui, justement, les contraintes, le but c'est qu'elles résistent, c'est qu'elles accrochent. On pourra en parler dans le cadre de ce que c'est qu'un univers de jeu de rôle, par exemple. Quand on réfléchit bien à ce que c'est qu'un univers de jeu de rôle, là encore une fois, j'invite les auditeurs à lire l'article sur la résistance asymétrique sur le blog de Frédéric Sintès, où il dit qu'un univers, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de résistances, de choses qui résistent dans le monde. Et donc, finalement, là, justement, moins il y a de lubrifiant, mieux c'est en un sens. Parce que le but, justement, c'est que le joueur soit accroché, qu'il se brise sur ses résistances et qu'il cherche à les dépasser, qu'il cherche à faire le mieux qu'il peut dans ce cadre. Stéphane. Puisqu'on parle justement de définition du jeu et qu'on en vient à parler de ça, souvent dans le game design, ce qui est aussi assez largement admis, c'est qu'un jeu, ça va être donc un ensemble de règles, mais surtout un objectif, des obstacles et des moyens pour franchir ces obstacles. Ouais. Et ça me semble rejoindre ce que tu dis, à la différence près que du coup l'univers ne définit pas que des obstacles, il ne définit pas que des résistances, il définit aussi des facilités. Par exemple, dans un univers, on peut dire que le personnage peut voler, ce qui est une facilité énorme qui va lui permettre de franchir des tas d'obstacles. On change en fait le paradigme de base. Certaines choses deviendront très faciles alors qu'elles sont normalement très compliquées. D'autres qui sont normalement plus simples peuvent devenir très complexes. Ouais, c'est vachement intéressant. Ce que tu nous dis là, Stéphane, j'avais jamais pensé à ça. Effectivement, c'est vrai que le monde peut aussi servir de facilité. Alors, pour revenir sur les ponts entre les théories du jeu vidéo et les théories du jeu de rôle. Moi, ce que j'aimerais bien, Stéphane, c'est que tu nous cites les quelques articles ou les quelques idées sur lesquelles t'as tilté. Tu t'es dit, non mais attends, mais là on parle complètement de la même chose là. Et tu vois, j'aimerais bien que tu nous cites comme ça quelques exemples où tu te dis, là il y a carrément un pont possible. Alors on parlait d'apprentissage et du fait que dans le jeu il y a un plaisir d'apprentissage, et ça nous mène dans la théorie du game design à se dire qu'il doit y avoir une adaptation entre la difficulté de la situation qu'on rencontre et la capacité, la compétence, les moyens qu'on a pour les affronter. Ça m'a amené à pas mal de réflexions, comme par exemple à me re-questionner sur l'expérience. Dans beaucoup de jeux de rôle classiques, il y a un mécanisme d'expérience, on acquiert de l'expérience au fil du temps, qui va permettre de rendre les personnages plus forts, donc de leur donner plus de moyens, ce qui va leur permettre d'affronter des situations plus complexes, plus difficiles. Et ce que je me suis dit avec ça, c'est par exemple que si c'est juste une mise à l'échelle, c'est-à-dire que si mon personnage devient juste plus fort et que du coup il affronte juste des monstres plus forts, j'ai rien changé. Ouais. Alors que si ce que ça donne, c'est que ça lui donne de nouveaux outils et qu'avec ces nouveaux outils, il peut affronter des situations plus complexes, là ça change quelque chose. D'accord. Darky, ça te fait réagir? C'est une notion d'équilibrage avec l'environnement. Ah ouais, c'est flagrant souvent, il y a beaucoup de gens qui font le raccourci de dire qu'un jeu est bien ou pas suivant son équilibrage au final, avec l'environnement, je veux dire, quoi. Et dans le jeu de rôle, on a un peu ce souci-là aussi, effectivement, de gagner des XP et de se rendre compte qu'on peut tout taper et que l'univers c'est pas spécialement adapté à nos nouvelles capacités. On est juste devenu plus fort dans un monde qui devient de moins en moins intéressant. C'est effectivement intéressant. Juste pour donner un exemple concret de cela, dans le jeu de rôle amateur, les Chevaliers Zodiac qu'on avait fait avec Cédric, Thomas, François et Flavie, il y avait un moment donné où effectivement on avait tous énormément de pex, donc on faisait ce qu'on appelle dans les shonen du level up, hein, c'est-à-dire que plus ça va, plus après avoir affronté les chevaliers de bronze, on affrontait les chevaliers d'argent, puis les chevaliers d'or, je caricature, mais en gros c'est ça. Et on se rendait compte que en fait c'était toujours le même combat finalement qu'on faisait, en dehors bien sûr de l'histoire, des armures, tout ça, mais c'était toujours techniquement le même combat qu'on faisait, sauf qu'à chaque fois on lançait de plus en plus de dés. Et donc du coup, oui, effectivement, là, on se retrouvait dans un système où ça provoquait de l'ennui parce que tu te retrouves avec un challenge et un skill une difficulté et des moyens pour le surpasser qui ne changent jamais. Et ce qu'on avait trouvé comme astuce, nous, pour dans le jeu de rôle se débarrasser de ça, c'est que de temps en temps, les personnages des joueurs étaient quand même amenés à rencontrer des gens qui leur posaient des résistances, mais qui étaient d'un niveau
très inférieurs à eux. Genre, par exemple, ils étaient chevaliers d'or, il y avait un chevalier d'argent qui venait les menacer. Et juste pour éprouver le plaisir que c'était d'être comme ça surpuissant. On leur mettait des gardes à la con et puis en l'espace de un tour, ils éliminaient 5 gardes et ça leur permettait quand même de montrer que ils avaient progressé. Mais voilà, ça restait quand même ça devenait du beat'em all. C'est ça, exactement. Tout à fait. La notion de trash mob dans certains MMO. Tout à fait. J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est la notion de trash mob dans certains MMO ou dans un donjon, avant un gros boss, il faut remplir de petits boss facilement tuables pour donner la satisfaction d'avancer et de tout torcher, quoi. On trouve cette idée-là également dans un jeu de Grumpf qui s'appelle les 1000 marches, dans lequel on affronte, il y a un mode beat'em all, parce que je vous rappelle que les 1000 marches sont organisées en musards, c'est-à-dire c'est des mini-jeux dans le jeu, donc il y a des mini-systèmes qui se mettent en place, des mini-mécaniques qui se mettent en place dans le cadre du système plus grand des 1000 marches. Et il y en a un notamment où justement tu fais du beat'em all, quoi. T'éclates des tas de mecs ensemble. On trouve ça également dans un jeu de rôle qui s'appelle 3-16, dans lequel à un moment donné on ne lance plus les dés pour savoir si on réussit ou si on rate, mais juste pour savoir le nombre, en fonction du nombre qu'on fait sur le dé, le nombre de mecs qu'on a tués, quoi. Dans Tiamat aussi. Dans Tiamat, il y a un système de beat'em all où tu peux battre des sbires genre par paquet de 10 et puis t'as même pas besoin de jeter des dés. Stéphane, pour revenir à cette idée de lien entre alors oui, là t'as fait un lien entre théorie et du jeu vidéo, enfin du game design, et parce que le game design c'est pas juste le jeu vidéo, c'est le jeu en général. Et jeu de rôle, ce que tu décris, le fait de proposer un challenge finalement plus faible, c'est quelque chose qui est complètement pratiqué. En fait, on fait une espèce de courbe dramaturgique et on considère que la dramaturgie va venir de cette opposition entre compétence et difficulté. Et donc, ce qu'on va faire généralement, c'est proposer des challenges de plus en plus difficiles pour faire monter cette courbe. Et on va préparer un climax. Et ensuite, il faut que ça redescende. Et de plus en plus, on conçoit les choses de cette manière-là dans la structuration des jeux et des scénarios. On prévoit des challenges plus faibles à certains moments pour le plaisir de... Un exemple flagrant, c'est Portal. Avant la salle finale, GLaDOS te fait quelques salles un petit peu faciles pour te reposer le cerveau, et c'est aussi bien dans la dramaturgie que dans la progression de la difficulté. Je me posais juste une question, c'était qu'est-ce que t'appelles dramaturgie ? Tu dis une courbe de dramaturgie, mais qu'est-ce que la dramaturgie ? En fait, ça va être un peu l'implication émotionnelle dans la chose. Si on prend un film, c'est un média linéaire. Ça commence à un début et ça finit à la fin. Du coup, on peut maîtriser la courbe dramaturgique extrêmement facilement. Ça va se sentir à plein de niveaux. En fait, on va tout faire corroborer pour maximiser cette dramaturgie. Généralement, on commence par une situation qui est relativement stable, qui va être perturbée. Il va y avoir des péripéties qui vont rendre la situation de plus en plus vaste et inquiétante ou prenante, en tout cas, pour arriver à la fin, au climax. C'est le point le plus haut que prendra la dramaturgie, qui est la situation de résolution finale. Et à la fin, ça retombe. Mais en fait, ce que tu me décris là, j'ai l'impression que c'est dans toutes les formes de récit. Complètement. Donc, du coup, là, on se rapproche aussi d'une notion de récit et de... Les jeux vidéo, c'est un récit, c'est une histoire, et tout comme peut-être le jeu de rôle, enfin sûrement le jeu de rôle. Oh non. Ouais, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. Moi, justement, je convainc. Mais il y a une notion de récit. Évidemment. Et dans les récits, je dis pas que le jeu de rôle, ce n'est qu'un récit. Voilà. Je ne dis pas ça. Je dis que c'est un récit. Sinon, ton MJ est fortement dirigiste. Je dis que c'est un récit, entre autres choses. D'accord. Mais par rapport à ce que tu dis, on voit bien que si tu penses à un Tetris, cette part de récit va être finalement assez faible. Il y a une courbe dramaturgique parce que à un moment donné, quand il y a la pièce qu'il faut pas qui tombe, tu as un ressenti. Quand il y a au contraire la pièce que t'attends, la grande barre verticale là, qui va te sauver, tu ressens quelque chose aussi. Donc ça te parle émotionnellement et il y a une dramaturgie propre au jeu. Et le fait que ça s'accélère, ça fait que la tension fait qu'augmenter. Donc finalement, il y a bien cette notion-là de manipuler ce ressenti pour essayer de créer un climax. Et d'ailleurs, on le voit bien dans Tetris, c'est pas un mauvais exemple en fait, parce que quand on commence à être dépassé, c'est là qu'il se passe des choses. Ouais. On voit les joueurs qui s'agitent, ça commence à gueuler, que le jeu qui triche, que le jeu qui balance que des carrés, qu'il y en a marre. Et
doit être trop marrant à voir jouer à Tetris, toi. Je t'imagine insulter la cartouche. J'imagine même que les pièces souffrent parce que lorsque tu fais un Tetris, ils font. Tu les anéantis aussi, elles disparaissent à tout jamais. Putain, elles disparaissent. Voilà. Et de base, c'est pas narratif. Enfin, c'est une forme de narration très abstraite en tout cas, mais il y a quand même de la dramaturgie. Donc la dramaturgie, c'est beaucoup plus large finalement que le récit. Par contre, là, ça ne marche que dans les jeux solo. Un jeu en PvP, il n'y a pas du tout de dramaturgie prévue dans le jeu. Un jeu de combat, par exemple. Généralement, on va faire du level matching, quoi. On va essayer d'associer les joueurs avec des joueurs de leur niveau pour que justement ils aient un challenge. Tout le système de non, classement et c'est tout ça, pas quoi. Que ça, mais ça c'en est une part. Mais donc tu considères que la progression dramaturgique existe aussi dans les jeux en PvP? Ça dépend beaucoup des mécaniques, mais généralement les mécaniques seront attention à ton micro, Stéphane. Pardon. Généralement les mécaniques seront un minimum pensées de manière à créer justement ces situations. Ça peut être de la micro-scénarisation, on en parle pas mal de ça. C'est-à-dire que on n'est plus dans une dramaturgie qui est à long terme, qui est sur 1 heure, quoi. On est sur la mise en place d'une situation de tension qui est courte et qui a une résolution dans les 3 secondes. On peut penser par exemple sur un jeu versus, puisque tu parlais de ce type de jeu. Il y a pas mal de jeux de ce type-là où on peut engager l'adversaire au corps à corps. Ouais. Et ce sera par exemple du button mashing et il faut appuyer très très vite sur le bouton et celui qui appuie le plus vite remporte la situation. Ça, c'est typique de ce genre de micro-scénarisation où on crée une situation de dramaturgie à très court terme. D'accord, ok. Pour revenir à notre sujet, donc quels sont les liens que tu fais par rapport à par rapport au jeu de rôle, par rapport à cette idée de difficulté et de moyens, du coup? Comment est-ce que tu l'as? Est-ce que, au cours de tes parties de jeu de rôle, tu t'es servi de théories qui théorisaient les choses de cette façon-là pour améliorer tes parties, pour créer des choses? Comment ça se passe? J'essaye de plus en plus, effectivement, de faire ça. Alors que dire que j'y arrive, ce serait peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas, c'est l'intention. Oui, j'essaye de toujours être très vigilant justement à cette adéquation entre difficulté et moyens qu'ont mes joueurs et de l'ajuster au mieux de manière... C'est quand même le gros avantage d'être là, présent en partie et d'être un humain et pas une machine, c'est qu'on peut s'adapter dans l'instant. Une situation qu'on a posée comme avec telle difficulté, on se rend compte qu'en fait la difficulté est trop élevée, il peut se passer un événement inattendu qui va d'un coup rendre sa difficulté plus faible. Il y a un truc qui me pose problème dans cette approche. De toute façon, je serai ton contradicteur, puisque moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée que je l'annonce comme ça va créer de la tension dramatique, la dramaturgie. Moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée que les théories du jeu vidéo peuvent s'adapter au jeu de rôle, parce qu'on a tout simplement affaire à 2 médias différents. Et par exemple, sur le cas du challenge et du skill, moi je me demande comment tu peux affirmer dans l'état actuel du jeu de rôle ce genre de choses, sachant que la plupart des rôlistes disent que les dés de toute façon ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent. Donc on peut pas vraiment parler de résistance du système de résolution, de skill par rapport à ça, tu vois. Quand je parle de skill, je parle pas du skill du personnage, même si ça y contribue, mais aussi du skill du joueur. C'est aussi sa capacité à inventer des solutions créatives, originales, fonctionnelles. Et en quoi... Alors là, du coup, si tu définis le skill de cette manière-là, je ne vois plus ce qu'est le challenge proposé. Moi, la question que je me pose, c'est quand tu dis ça, est-ce que tu dis qu'il y a des bons et des mauvais joueurs de jeux de rôle? Exactement. C'est une très bonne question. Stéphane, alors 2 questions là ici. D'abord, est-ce que tu penses... On va répondre d'abord à celle de Valentin. Est-ce que c'est vrai que ça n'introduit pas l'idée qu'il y aurait des bons et des mauvais joueurs de jeux de rôle, au sens où il y en a qui ont du skill et d'autres qui n'en ont pas? Donc, ils ont des capacités cognitives qui leur permettent de trouver des situations adéquates, des situations données proposées par le jeu. Premier point. Et ma question que je rappellerai après, si tu veux. Alors pour le premier point, pour moi, c'est pas bon et mauvais, ce qui n'aurait pas beaucoup de sens, mais c'est une question d'adapter ou non. Si on est dans un jeu de rôle très simulationniste,
par exemple, où du coup on va beaucoup jeter les dés pour combattre, on va beaucoup s'appuyer sur sa feuille et sur les stats de son personnage pour le faire. À ce moment-là, il y aura une notion de skill chez le joueur qui sera à quel point il est capable de maximiser ses règles de manière à rendre son personnage extrêmement efficace, si tel est le but. Juste là un point, le simulationniste dont tu parles ici, ce n'est pas le simulationniste dont les gens qui parlent de la théorie GNS parlent ici, c'est vraiment le simulationniste au sens de la manière dont les rôlistes francophones l'entendent, c'est-à-dire des règles très complexes qui visent à simuler une réalité, si possible, le plus proche possible de la réalité du terrain, hein, des règles complexes pour la balistique, des choses comme ça. C'est même surtout un mode de jeu de rôle qui s'appuie énormément sur le système de règles et beaucoup moins sur l'interprétation. Tu parlais de degré de liberté, le genre de système qui laisse peu de degrés de liberté finalement. D'accord. Et donc, du coup, ouais, dans ce type de jeu, je pense que la maximisation pourrait être vue comme la capacité d'anticipation et de maximisation du personnage peut être vue comme un skill. Après, est-ce qu'il sera pertinent ou non dans le cadre, c'est toujours à voir. L'exemple qu'il faut citer ici, je pense que c'est Donjons et Dragons 3.5 qui a été pensé comme du deck building sur son propre personnage. Là, du coup, le skill du personnage, du joueur, ça devient comment il va pouvoir créer à l'aide des règles qui lui sont proposées dans les différents bouquins le meilleur personnage, celui qui va être le meilleur possible, le mini-maxeur, ce que les gens appellent souvent le mini-maxeur, le meilleur personnage possible avec les capacités qu'on lui donne. C'est en tout cas une approche possible, c'est pas la seule, heureusement. Donc bon, dans ce sens-là, le bon joueur et le mauvais joueur, ça dépend de sa capacité à créer un personnage adapté. Pierre, et après on reviendra à la question, parce que je pense qu'il a feinté, il a botté en touche, mais il n'a pas répondu vraiment. Justement, alors dans ce cas précis, effectivement, on voit bien le pont qu'on peut faire entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, puisque quand on parle de Donjons et Dragons, quand on parle de ce genre de jeu très simulationniste dans le sens où tu l'entendais, finalement, le jeu vidéo, c'est qu'un support. Il y a énormément de points communs entre ce genre de jeu où tu as un personnage, où le joueur va s'identifier à un personnage qui va monter en carac pour aller botter des culs à répétition. C'est pas que ça le jeu de rôle. Je suis pas sûr que dans un jeu, alors après pour citer un jeu comme ça, je pense à Perdu sous la pluie qui a quasiment aucun point commun avec Donjons et Dragons. Je suis pas sûr qu'on puisse envisager des ponts de cette manière-là où parce que les buts ne sont pas les mêmes, enfin les objectifs sont pas les mêmes. Comment est-ce que, alors peut-être que Perdu sous la pluie tu connais pas, Stéphane, voilà. C'est un jeu sans. Tu connais? Si, je l'ai même acheté. Bravo. Après avoir écouté le podcast de la cellule qui en parlait. Comme quoi la cellule peut aussi servir comme ça. Mais du coup, des jeux. Ok pour ce genre de point commun entre ce genre d'univers, ce genre de système. Mais c'était que la première partie de ma réponse, dans le sens où il y a, en fait, mon propos c'était de dire qu'il n'y a pas un bon et un mauvais joueur, que c'est une question d'être adapté ou non au jeu de rôle. Donc là, je parlais de ces jeux de rôle simulationnistes où du coup peut-être être adapté, ça pourra aller dans cette direction-là. Mais évidemment que c'est pas là tout le jeu de rôle, c'est même pas forcément le jeu de rôle que je préfère. Mais dans l'autre sens, voilà. Dans l'autre sens, il y aura certaines approches du jeu de rôle où on veut raconter une bonne histoire, par exemple, et du coup, la compétence du joueur sera sa capacité à faire une bonne narration, quelque chose d'intéressant, cohérente, par exemple. Donner des détails. Voilà. Il y a même d'autres approches, peut-être un peu plus aventure, on va dire, où l'idée, c'est simplement que les joueurs franchissent les épreuves qu'ils rencontrent. Pas très simulationniste, mais où il faudra inventer des solutions originales, surprenantes, futées. Très bien. Et du coup, ce sera encore une autre compétence. Donc, énormément de choses possibles. Je crois qu'on peut clore cette discussion parce que je comprends ce que tu veux dire maintenant. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire finalement, Stéphane, c'est poser la question de qu'est-ce que le skill, qu'est-ce que le challenge du jeu de rôle. Ça n'a pas de sens en soi parce que cela dépend du jeu dans lequel on se situe. Voilà. Donc ici, ça n'a pas de sens dans l'absolu. Ça n'a pas de sens dans l'absolu. Relativement à un jeu. Elle est relative à un jeu. Très 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 bien. C'est une excellente réponse, je pense. Alors, donc, ça nous permet comme ça de voir une première théorie, cette idée de l'adéquation entre le challenge et le skill. Et en fait, derrière cette idée-là, il y a aussi l'idée de flow, je crois. C'est ça dont tu avais un petit peu envie de parler derrière. Alors, est-ce que tu peux nous présenter cette idée de flow? Qu'est-ce que le flow dans le jeu vidéo et est-ce que tu l'as
déjà ressenti dans le jeu de rôle. C'est parti. Alors, j'espère que tous les gens qui écoutent la cellule et tous les gens là autour de cette table ont ressenti cet état. L'état de flow, c'est un état qui a été beaucoup recherché. En fait, il y a eu beaucoup de recherches sur cet état-là. C'est un état physiologique qu'on est capable d'identifier assez sûrement. Ça ressemble pas mal à l'état d'hypnose. Et en fait, c'est un état dans lequel toutes les ressources de la personne sont entièrement consacrées à une tâche donnée, toutes ces ressources intellectuelles. Et du coup, il s'immerge complètement dans ce qu'il est en train de faire, dans cette tâche-là. Du coup, il y a plusieurs choses qui se passent. Il va perdre notion du temps, par exemple. C'est ce genre de partie où on relève la tête et on se rend compte il est 5 heures du mat, mais tout à l'heure, il était juste 22 heures. Il va perdre notion aussi de l'environnement autour de lui. Si on l'appelle pour faire quelque chose, il va même pas du tout l'entendre parce que toutes ses ressources sont consacrées à une tâche. Cet état est aussi vu comme l'état d'apprentissage maximum, comme le cerveau est entièrement consacré à cette tâche. Il l'absorbe avec toute la capacité qu'a un cerveau humain à absorber les choses, donc quelque chose d'assez immense. Alors là, pour se renseigner là-dessus, je vous invite à regarder l'excellente émission sur Nesblog Merci Dorian, dans laquelle ce thème est assez régulièrement abordé. Est-ce que tu as des articles à citer pour les gens qui voudraient s'intéresser? Tu m'en avais montré sur Gamasutra. Oui, alors c'est même plus large que ça, parce que dans cet article, il aborde plein d'éléments de base de la théorie du game design. Donc on y trouve le flow, mais on y trouve d'autres choses aussi. C'est sur Gamasutra et c'est un article qui parle du rational design. C'est Rational Design, the core of Rayman Origins, je crois. Oui, c'est ça. Donc, moi, cet état, je l'assimilerais un petit peu à ce que les rôlistes appellent en général l'immersion. Le fait d'être tellement plongé dans le jeu nous pose de tels problèmes, de telles situations, des situations qui sont tellement intéressantes que toute notre attention est focalisée sur les situations que le jeu nous propose. Et ce qui fait qu'on en oublie la table, les dés, les feuilles, les gens presque autour, les murs autour, et qu'on est vraiment plongé dans le jeu. Et c'est là que c'est bon. Et c'est là que c'est bon. Et on retrouve presque une sensation un peu... Alors, mais... Pour moi, et je pense pour pas mal de gens dans le game design, en fait, l'immersion, c'est plus vaste que le flow. Je pense que le flow est un état maximal d'immersion, en fait. Donc c'est là où on veut aller, mais malheureusement, on n'y arrive pas tout le temps. Et il y aura des tas d'autres moments où on sera pas en état de flow, on sera pas complètement immergé, mais on peut déjà être largement immergé sans être en flow. Le flow, c'est vraiment un état particulier, alors que l'immersion, c'est un état général beaucoup plus complexe à définir. On peut être plus ou moins en immersion, alors qu'on peut pas être plus ou moins en état de flow. L'état de flow est un point bien donné. Très bien. Et donc, en jeu de rôle, qu'est-ce que ça pourrait donner l'état de flow? On l'a dit là, c'est l'immersion totale, comme je le disais tout de suite. Oui, moi j'ai déjà vécu en jeu de rôle. Je pense qu'il y a pas mal de gens ici pour qui ça a été le cas. On l'a tous vécu. Tu disais aussi en préparation du podcast que le flow pouvait être en un sens une espèce de drogue, c'est-à-dire que quand on l'a atteint une fois, il est probable que l'on pratique des activités qui nous conduisent à ressentir cet état à nouveau. En fait, ouais, c'est sa propre motivation. C'est un peu Attention à ton micro. Pardon. C'est un peu le saint graal des game designers, parce que si on arrive à faire un jeu qui provoque du flow, les gens vont y revenir tant qu'ils en ressentiront dedans. D'accord. C'est dans ce sens-là qu'on pour vendre du jeu. Mais je pense que justement, c'est aussi une des choses qui nous attire vers le jeu de rôle. Si on a ressenti cette situation-là dans le jeu de rôle, ça fait partie des choses qui nous poussent à nous y intéresser et à y retourner autant que possible. Tu t'amuses avec la galaxie des poussières dans le soleil. Ouais, et en même temps, je réfléchis. C'est poétique. Je me pose une question sur cet état de flow. Est-ce que on a vraiment le même état de flow quand on joue à un jeu vidéo et quand on joue à un jeu de rôle, dans le sens où ça dépend quand même vachement des sensations, du ressenti de chaque joueur. Et j'ai l'impression
que c'est quand même énormément dépendant d'un certain nombre de stimuli, d'un environnement particulier, au-delà de ce qui plaît aux joueurs. Par exemple, moi je suis un joueur qui adore les problèmes, les puzzles, les énigmes, les choses comme ça. Ok. Donc jouer à Portal, m'a plusieurs fois plongé dans cet état où j'étais complètement à fond dans le jeu, en train d'essayer de trouver une solution. Dans le jeu de rôle, j'ai encore jamais vécu cet état-là, tout simplement parce que l'immersion, j'ai besoin de beaucoup plus comment dire, le jeu vidéo arrive à m'immerger beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup plus de mal à le faire dans le jeu de rôle. C'est simple, il y a des images, il y a des sons, il y a déjà 2 de tes sens qui sont happés dans le jeu vidéo. Là où, par exemple, avec le jeu de rôle, on en appelle à des mots, ça peut être une première ébauche d'explication. Darky, t'as pas l'air d'être d'accord. En fait, je suis pas d'accord avec le rapprochement que tu fais entre l'immersion et l'état de flow. Parce que l'immersion, pour moi, c'est être imprégné de l'univers, mais pas forcément être en concentration maximale. En fait, je pense que je peux être dans un flow total à Donjons et Dragons, mais ne pas jouer mon personnage, ne pas être dans le donjon avec les autres, être à une table en train d'optimiser en faisant des calculs. C'est 2 états psychiques différents. C'est la concentration maximale, le flow, et ça n'a rien à voir avec l'immersion, en fait, quelque part. Alors, moi, dans le Maelstrom, je soutiens le contraire, que justement l'immersion, ce n'est rien d'autre que non pas l'état de flow, mais justement la recherche de l'état de flow et la recherche d'une concentration qui monopolise une grande partie de son esprit. Je dis pas l'état de flow, tu vois. Je dis pas l'immersion, ce n'est rien d'autre que l'état de flow. Je dis l'immersion, c'est tout ce qui précède, c'est la recherche de l'état de flow finalement. C'est tout cet investissement qu'on met dans le jeu. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ce point, mais c'est peut-être un autre sujet. Valentin, tu voulais ajouter quelque chose? C'était juste pour répondre à Darky quand il disait que on peut être dans l'immersion, on peut être dans un état de flow au jeu de rôle, mais j'ai l'impression que tu joues pas au même jeu de rôle. C'est-à-dire que toi, quand tu es en état de flow, tu es un état de flow d'optimisateur et tu joues à optimiser. Et t'as la personne qui joue à vraiment être dans le jeu, et donc du coup son immersion totale sera son état de flow, un état de flow différent. Ouais, tu veux dire en fait que finalement la concentration n'est pas dévolue à la même ressource. Dans le cas de Darky, la concentration est dévolue à des mécaniques, à des systèmes, à des calculs. Là où par exemple un gars qui adore par exemple, je sais pas, s'immerger dans des histoires ou dans des mondes, son état de flow va être provoqué par une concentration extrême sur l'imagination des situations qui sont décrites par les joueurs. On joue au même jeu mais on n'a pas le même état de flow dans le même jeu. Ça, je suis complètement d'accord. C'est ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire dans ce cas, c'est que pour moi l'utilisation du terme immersion, il va pas parce qu'il est plus connoté à l'univers. Voilà. Je comprends ton truc, je comprends ton point, mais je ne suis pas d'accord avec cette idée-là. L'immersion n'est pas forcément liée à l'univers. Et quand juste rapidement, par exemple, on sait très bien qu'un jeu extrêmement dont les mécaniques encouragent la proposition créative narrativiste, Story Now, donc par exemple comme Dogs in the Vineyard, l'immersion que tu ressens n'est pas liée à l'univers incroyable des Mormons au Texas ou je ne sais quoi aux États-Unis. L'immersion que tu ressens, elle est liée aux dilemmes moraux, etc. Et là, tu vois, à l'implication. L'immersion dans un jeu ludiste va être très proche de celle que tu décrivais tout à l'heure, Darky, sur les calculs des mécaniques, l'immersion des 3.5. Est-ce que l'implication dans ce cas-là se rapprocherait pas plus du flow? Parce que tu sois impliqué pour les règles ou pour l'univers, quand tu es impliqué à fond, là tu es en état de flow peut-être. C'est possible. Mais là encore une fois, ce n'est qu'une querelle de mots, finalement les gens sont d'accord, tu vois. Dans le fond, si tu creuses, à part les différences de signification qu'ils attribuent aux mots, les gens sont globalement d'accord quand même. Oui, je suis d'accord. Mais ça répondait à Pierre qui disait, moi je ne retrouve pas le même état de flow dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle parce que l'immersion est plus facile dans l'univers d'un jeu de vidéo que dans l'univers d'un jeu de rôle. En tout cas, elle peut être plus facile quand on se concentre forcément sur les sens visuels et... Stéphane ou Pierre, tu voulais répondre? Ce que je voulais dire, c'est que est-ce que on peut vraiment dire que l'état de flow est propre à un certain type de jeu ou plutôt propre aux joueurs, propre ou est-ce qu'il est en grande partie indépendant du ressenti du joueur et c'est pas quelque chose qui est extrêmement physique, extrêmement à base de stimuli? Stéphane. Alors justement, ce que je voulais dire, c'est que attention, l'état de flow, c'est pas quelque chose qui est propre au jeu. On peut le rencontrer complètement en dehors du jeu, en étudiant un cours qui nous passionne, on peut complètement s'y absorber, et on n'est pas dans le jeu et on disparaît complètement à l'intérieur du cours. Le flow, c'est quelque chose de très large. Par contre, pour répondre à ta question, l'état de flow est défini de manière
assez physiologique. Et donc, à ce sens-là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même état du corps. Alors c'est extrêmement difficile d'essayer de rapporter ça à un jeu, puisque ça peut être n'importe quelle situation, et un jeu qui est exactement le même pour tous les joueurs. Ce que tu veux dire finalement, c'est que là, la théorie du flow, tu l'as croisée. Du flow, je parle pas de la ministre du logement, hein. On est d'accord. La théorie du flow, tu l'as croisée dans le jeu vidéo, mais tu aurais très bien pu la croiser en psychologie et venir nous faire un podcast en disant attendez, les théories de la psychologie peuvent servir au jeu de rôle. Voilà, c'est un peu ça que tu veux dire. Voilà, chercher à atteindre de flow, c'est un peu vain dans ce cas, effectivement. Donc, est-ce c'est pas vraiment la dire preuve. Oui, il y a un pont entre le jeu vidéo et le jeu de rôle parce que ils vont générer du flow, alors que bon, c'est générer du flow, mon Dieu, mais mais c'est ça donc avec ces niveaux. Complètement sur du flow d'un coup. Ok. Oui, bon, c'est bon. Est-ce que c'est clair c'est très clair. Je suis clair tout le temps. Oui, et je suis complètement d'accord. La grosse différence, c'est que c'est rare en psychologie qu'on se demande comment on va essayer de générer de l'état de flow, encore que en pédagogie on pourrait, mais la grosse différence, c'est que voilà, dans le jeu vidéo, c'est vraiment une grosse problématique qui est beaucoup discutée actuellement, où on se dit comment on va arriver à faire du flow, où on trouve de nouvelles choses. J'arrive pas à m'empêcher de... C'est le retour de la ministre. C'est clair. Ça fait longtemps qu'elle n'est plus ministre. Et où du coup, on a par exemple défini qu'il y avait un macro-flow et un micro-flow, par exemple, ce qui est... D'accord. Voilà, des choses qui vont un peu plus loin. Le macro-flow, c'est du flow à long terme, alors que le micro-flow, c'est sur un événement... Bon, on va arrêter de parler du flow parce que c'est trop dur, là. Alors donc voilà, mais c'est quand même un exemple de théorie qu'on croise dans le jeu vidéo qui peuvent s'exporter au domaine du jeu de rôle. Quoique la question, je trouve, de Pierre est très très pertinente et moi je n'hésiterai pas à la soutenir puisque, comme vous le savez, je soutiens que on ne peut pas comme ça adapter les théories du jeu vidéo au jeu de rôle. Tout juste peuvent-elles nous faire penser l'un à l'autre, mais en fait, mais justement, j'en reviendrai là-dessus. Je voudrais quand même que tu cites d'autres, si possible. On a beaucoup parlé de celle-là en dehors des micros en préparation du podcast, mais je voudrais que tu nous cites d'autres théories du jeu vidéo où tu t'es dit, putain, mais ça, c'est carrément adaptable au jeu de rôle. Stéphane. Oui, d'accord, je vais juste réfléchir. Ah d'accord, ok, bon. Est-ce que moi ça me fait penser bêtement au procédural. Le procédural, c'est un truc qui a été bien développé dans le jeu vidéo et au jeu de rôle, on pourrait peut-être. Oui, on peut même parler d'émergence en fait. Oui, alors là complètement. C'est parti. Aborder. Émergence, procédurale. Je crois qu'il va falloir que vous donniez des définitions. Les auditeurs sont perdus. Je t'en prie. Alors l'idée du procédural, ça rejoint complètement ce que tu disais sur la définition de jeu comme pièces mécaniques qui peuvent bouger dans un environnement contraint. La notion de procédural, c'est que plutôt que de définir une chose linéairement, en tout cas de la définir complètement, on peut aussi définir un cadre dans lequel cette chose peut évoluer. C'est un peu abstrait. On peut imaginer pour un dessin. Si je dis que je veux dessiner quelqu'un, je peux dessiner quelqu'un. Et j'ai un tableau, j'ai un portrait, et je montre ce portrait et c'est quelqu'un. Mais je peux aussi définir un cadre de possibles visages. C'est-à-dire que le nez, il aura de telle taille à telle taille, les yeux, ils auront de tel éloignement à tel éloignement possible. C'est ce dont on sert par exemple pour faire des portraits robots finalement. C'est un ensemble de données, un choix, un catalogue de données dans lesquels on va choisir, c'est ça? Oui, on peut voir ça comme ça. Après, là, on n'est pas tout à fait dans le procédural parce qu'on est juste dans un catalogue. Alors, là où on va aborder le procédural, c'est si par exemple on peut dire voilà, pour tracer un trait, je peux définir ce trait, donc je le trace et j'ai une image du trait, mais on peut aussi définir le cadre dans lequel le trait peut évoluer en épaisseur, est-ce qu'il va se rétrécir vers la pointe ou au contraire s'élargir, est-ce qu'il va avoir une texture, etc. Donc on peut définir plein de possibles pour ce trait. Et à partir de là, on est capable de générer une infinité de traits. Et donc, pour revenir au dessin, on va pouvoir faire ce portrait, ne serait-ce qu'avec ça, avec ce générateur de traits. Donc, on a défini le portrait parce qu'on sait exactement quel trait on veut lui donner. Mais chaque trait sera lui-même imprécis, en fait. Enfin, on n'a pas défini exactement comment sera chaque trait. On peut les faire évoluer. D'accord. Et là, donc, on aura créé quelque chose de génératif parce que on sait qu'on a fait un portrait, mais on ne sait pas exactement lequel, mais on sait exactement dans quelle mesure il peut varier. Très bien, très très bien. Ton explication est très claire. Pour parler de jeux qui eux ont une structure procédurale, on peut penser à tout ce qui est les roguelikes avec des niveaux qui sont générés
aléatoirement, mais qui a quand même une structure qui est souvent la même, parce qu'il faut que les salles soient de telle taille, qu'il y ait telle chose dedans. Le roguelite, c'est Diablo par exemple. Oui, je sais pas si Diablo c'est vraiment un roguelite parce qu'il n'y a pas la composante try and die. Le premier. Bah oui, c'est pas l'aléatoire. C'est-à-dire que Diablo, les niveaux étaient générés en aléatoire. Oui. Alors les niveaux sont générés aléatoirement, mais dans le roguelite, je crois qu'il y a une composante. Quand tu meurs, tu recommences au début. D'accord. Et qu'il n'y a pas dans Diablo. Mais du coup, mais au niveau des niveaux, c'est bien ça. Après, sinon dans tout ce qui est roguelike, c'est peut être The Binding of Isaac, qui est un excellent jeu. Fabien, on fait la promotion régulièrement sur la cellule. FTL, Rogue Legacy. Ouais. Enfin, tous ces jeux-là qui ont des niveaux générés aléatoirement et qui varient que dans une certaine mesure. D'accord. Et sinon, on peut aussi penser à Minecraft, dont l'univers est généré de manière aléatoire. D'accord. Mais il y a des biomes, ce n'est pas complètement, ça peut pas faire absolument n'importe quoi. Voilà, il faut être justement très vigilant là-dessus. C'est un truc auquel il faut penser, c'est que quand on parle de génératif, on parle pas d'aléatoire brut. Si c'était complètement aléatoire, ce serait complètement inintéressant. Et ce qui est intéressant dans le génératif, c'est le cadre. C'est qu'on définit un cadre. Et si ce cadre est bon, ce qu'on génère est bon. Si le cadre est mauvais, ce qu'on génère sera peut-être justement très aléatoire et pas bon du tout. D'accord. Voilà. Plutôt que de définir un élément, on définit une procédure qui génère des types d'éléments qui nous plaisent. Tout à fait. Ça peut être la map, ça peut être les ennemis, les caractères des ennemis, etc. Ce qui permet de créer une variété immense sans qu'il y ait besoin justement d'un catalogue préalable par exemple, moi je me souviens très bien que dans les premiers Silent Drift, n'importe quoi, les premiers Silent Hill, il y avait un ensemble un catalogue de bruits de pas. Et donc en fonction de ce que l'endroit où le personnage marchait, le son d'un catalogue, il y avait 103 je crois numéro de page, je sais pas pourquoi je me souviens de ce chiffre, et donc le son du pas était choisi parmi ces 103 là. Alors là c'est pas spécialement du procédural. Non justement, c'est un catalogue. Le procédural, ça consisterait lorsque le personnage marche à créer un bruit de pas. Exactement, ouais. À partir de wave, la couleur sur laquelle il est, on traduit en valeur et on pitch. Ce que je voulais expliquer justement, c'est que là justement dans les anciens Silent Drift on avait encore affaire à un catalogue. Okay. D'ailleurs je crois qu'encore aujourd'hui les bruits de pas ils sont encore catalogues, c'est encore un catalogue. Ça dépend beaucoup du jeu et de comment, avec quelle technologie. C'est très répétitif les bruits de pas encore. En fait justement, le truc 8 bits c'est souvent du procédural parce que les types de sons sont. Oui, les trucs 8 bits très récents. Mais non mais c'est vrai en plus parce qu'avec les indépendants du coup on retrouve du truc 8 bits partout maintenant dans les jeux. Ouais. Au final. Puisqu'on parlait justement on a parlé de Serious Game et du fait que le jeu vidéo avait apporté beaucoup de choses. Il va falloir que vous fassiez un lien avec mon sujet là. Enfin avec ton sujet Stéphane. Ce sera toi le méchant Stéphane. D'accord. Oui. C'est quoi? Pourquoi le procédural, le jeu de rôle là? Je vois pas. Puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Je me suis perdu dans mon propos. Parce que oui, c'est le truc du jeu, le jeu de la pièce mécanique, c'est-à-dire que finalement le meneur de jeu ou la personne qui décrit une situation, il est en plein dans le procédural, c'est-à-dire que il y a une situation donnée, par exemple le livre de règles va dire organisez le banquet pour la princesse Azilise. Et bah du coup, les joueurs, c'est eux qui vont faire. Ok, on leur a dit globalement qu'il y aura un banquet, qu'il y avait une princesse qui s'appelait Azilise, mais les joueurs, il reste encore tout le reste à créer. Ce que je veux dire, c'est que le jeu vidéo en fait a apporté beaucoup de choses dans la recherche dernièrement, et notamment sur le procédural, le jeu vidéo a apporté énormément de choses pour des raisons toutes simples, qui sont que quand on fait un jeu hyper vaste, on peut penser à un Oblivion par exemple, ou Skyrim plus récent, la quantité de contenu qu'il y a dans ces jeux-là est immense, c'est vraiment très très vaste. S'il fallait enregistrer chaque chose, chaque texture, on s'en sort pas. D'accord. Du coup, de plus en plus, on cherche à trouver des procédés de génération de ces éléments. Et grâce à ça, on n'a plus qu'à faire un générateur, enfin plus qu'à, c'est un peu une expression. Oui, je veux bien. Mais à partir de ça, un catalogue de 103 bruits de pas, ça prend énormément de place, alors que le générateur, il prend peut-être très peu de place. Exactement. Et du coup, il y a des recherches qui font, tu parlais des bruits de pas, mais puis une fois qu'on a un générateur, on peut l'appliquer à tous ces jeux vidéo. On n'a plus besoin d'avoir un catalogue de bruits de pas pour chaque. Alors on le changera légèrement parce qu'on voudra que le cadre s'adapte à l'univers, etc. Mais le plus gros du travail aura été fait. J'ai travaillé, tu parlais des bruits de pas, mais j'ai travaillé sur un moteur de audio en fait pour un moteur de jeu vidéo, et on avait entre autres trouvé
un système fait par des chercheurs où on lui donne le modèle géométrique d'un objet, ce qui généralement est le cas dans le jeu, on a le modèle 3D de l'objet. On définit juste deux, trois informations sur les matières qui composent l'objet, et ensuite, après ça, on est capable de dire qu'il prend une impulsion ici ou là, et ça génère le son que ça produirait de manière très réaliste. Et donc ça, on est complètement dans le génératif. D'accord, ok. Et alors, quel rapport avec le jeu de rôle encore ? Justement, j'avais une idée, je me demande, alors je dis peut-être des bêtises parce que je m'y connais pas complètement, mais Donjon de poche, c'est bien un jeu où il s'agit de créer un donjon. Alors j'y ai pas joué, je sais pas. Mais il me semble que du coup, c'est un jeu où il s'agit de créer un donjon de manière procédurale, en lançant des dés. Et je me demande si le procédural n'existe pas déjà dans le jeu de rôle. Ah mais oui, mais si, si c'est ça. Et à ce moment-là, la création de donjons, on pourrait imaginer un logiciel qui, pour d'aide de meneur de jeu, qui n'a pas envie de s'embêter à faire son donjon, par exemple, il a besoin d'un énorme donjon, et pam, il appuie sur un bouton, ça crée un donjon, et peut par exemple dire oui, bon là je veux qu'il y ait une salle secrète, je veux qu'il y ait ça, mais tout le reste des couloirs, etc., qui peut être éventuellement pénible à faire, laborieux, ça peut être fait de manière procédurale. D'accord. Stéphane, je te vois un peu tiquer là-dessus. En fait, moi, je vois même surtout un lien beaucoup plus vaste que ça. C'est que, voilà, pour moi, en fait, on vous entend pas quand vous parlez en dehors. Désolé. C'était que tout l'univers peut être créé de manière procédurale. Là, en l'occurrence, je voulais réduire un petit peu, mais à terme, on pourrait créer. En fait, pour moi, ce qu'on fait quand on joue au jeu de rôle, c'est que on génère. Je suis complètement d'accord. On est un procédé. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec mon banquet. Avec le banquet, c'est ça. Toute la partie que nous on fixe, c'est la partie un peu aléatoire du procédural. Et l'important, c'est d'avoir le banquet à tel endroit, que les stats du bonhomme soient 2 fois les stats du héros plus 1 des 6. Au final, c'est du procédural. Alors là, on va rentrer dans mon domaine là. Alors là, il y a un problème déjà, parce que le problème, c'est que le procédural, lorsqu'il fixe une fois qu'il a fixé le visage, tout le monde voit le même visage dans le cas du jeu vidéo. Alors que dans le jeu de rôle, le procédural, il est individué, c'est-à-dire que chaque personne imagine la princesse Azilis et le banquet comme il le souhaite. Alors. Il y a des mains qui se lèvent là. Attention, je vais prendre les mains dans la gueule. Valentin d'abord puis Stéphane. Avec certaines contraintes. C'est-à-dire que si tu imagines un personnage, oui, alors machin, c'est un méchant, il a une barbichette. Absolument. Et à ce moment-là, tout le monde le verra pas le même visage, mais tout le monde verra la barbichette. Alors je ne le nie pas, seulement tu ne peux pas exclure le fait qu'à un moment donné, il y a un joueur qui n'est pas entendu que le personnage a une barbichette pour une raison X ou Y. Regarde, Darky depuis tout à l'heure, il joue avec son crayon, je suis sûr qu'il a rien entendu. Il panne que dalle au podcast. Bon il a oublié que le méchant avait une barbichette. Comment il imagine le méchant sans barbichette et ça pose aucun problème à l'avenir parce que je crois pas que ça, à moins que ce détail joue plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, ce que tu dis, c'est que du coup, ce visage qui est créé, c'est dans l'ordinateur, c'est entièrement le visage qui est. Il est fait et tout le monde peut le voir. Et tout le monde peut le voir. Mais l'idée, c'est que dans le jeu de rôle, c'est pas le visage qui est fait, c'est les descriptions. Et les descriptions, tout le monde peut les connaître. Et tout le monde peut connaître les mêmes descriptions. Après, il peut s'imaginer des choses différentes, mais les descriptions ont été faites de manière procédurale. Tout à fait. Les descriptions sont procédurales, mais ensuite l'imagination des situations, elle est propre à chacun, et tu vois ce que je veux dire. Enfin, mais l'univers en tant que description, parce que d'un autre côté, tous les livres c'est la même chose, c'est aussi tout le monde qui s'imagine tout ce qu'il veut. Tant que t'as pas de visuel, c'est toujours de l'imagination. Mais tu vois, j'ai envie de dire tout est procédural, les gars. Alors, enfin, si on commence à dire que ça, c'est que le fait que des gens imaginent des situations, c'est procédural, je veux dire, le monde est procédural. Bien sûr que non, parce que si on prend si on prend un Monopoly par exemple, on peut voir le Monopoly comme un système procédural qui génère des parties, mais cet ensemble de parties est fini et pas si vaste que ça. Si on prend le tic-tac-toe, c'est même beaucoup plus rapide. Tout n'est pas générateur de contenu en fait. Et il y a cette idée-là. Mais pour en revenir au point avant ça, ce que tu dis finalement, Romaric, c'est que les choses sont définies. C'est que les micros. Les choses sont définies. Voilà. En gros, ce que tu reproches, ce que tu dis, c'est oui, mais dans le jeu vidéo, une fois qu'on a défini une chose, elle est définie pareil pour tout le monde. Et en fait,
c'est pareil dans le jeu de rôle. Une fois qu'on a défini une chose, elle est pareille pour tout le monde, pour tous ceux qui ont perçu cette chose-là. C'est exactement le problème que tu donnes est pour moi un problème de support. C'est-à-dire que si dans le jeu de rôle, si dans le jeu vidéo, ce qu'on a fabriqué, c'est un modèle 3D avec des textures, donc vraiment quelque chose de visuel qu'on va voir, effectivement, on aura tous la même représentation perceptive de cette chose-là. Alors que dans le jeu de rôle, vu qu'on manipule que des mots, ça restera sur cette donc forme en fait, qui peut être procédural n'intervient finalement que sur les propositions, que sur les mots qu'on formule. Dans ton cas-là, la procédure a lieu uniquement dans le cerveau, et quand la proposition est mise sur la table, c'est la fin de le procédure. Je veux dire, le générateur a terminé de travailler, la proposition est sur la table et voilà. Mais dans tous les cas, en fait, pour moi, c'est pas une question de support de cette information-là. Peu importe que le support soit une image, que le support soit un son, que le support soit des mots. Quand on fait quelque chose de procédural, c'est d'abord dans un état indéterminé, parce que on a défini ce cadre dans lequel ça peut évoluer. Donc, on ne sait pas où c'est dans ce cadre qu'on a prédéterminé. D'accord. Par contre, une fois qu'on décide, en fait, une fois qu'on le choisit dans ce cadre-là, à ce moment-là, c'est identifié. Tout à l'heure, on parlait, je disais avec des traits, par exemple, si on fait un trait qui est indéfini, tant qu'on n'a pas tracé ce trait, on ne sait pas quelle forme il va prendre exactement. Et dès qu'on aura tracé le trait, on aura bien choisi une manière de le représenter, là, il sera défini. Ouais, non, mais tout à fait, tout à fait. Et pour moi, par contre, ce que tu dis sur le visage qui sera pas le même pour les gens et tout ça, c'est juste une question de qu'est-ce qui est défini, qu'est-ce qui n'est pas défini. Très bien, très bien. Oui, ça, je vois, ça me convainc. Après, ça ne me convainc pas toujours on peut toujours y opposer l'argument de Pierre à propos du flow tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que c'est pas alors ok, les recherches dans le jeu vidéo nous ont permis d'identifier cette dynamique procédurale de la même manière que par exemple en mathématiques on a du fractal par exemple qu'on voit, et le fractal on peut le voir dans l'activité psychologique, dans l'activité du jeu vidéo, on peut le voir dans le jeu de rôle, etc. J'ai pas l'impression qu'il y ait spécialement ici un concept que du jeu vidéo qui pourrait s'adapter au jeu de rôle. Tu vois, tu m'as pas convaincu encore qu'il faut lier les deux domaines forcément, tu vois. Parce que pour l'instant, on parle du procédural et on n'a pas abordé l'émergence. Alors, c'est parti. Tu veux peut-être introduire l'émergence ? Non, je t'en prie. Introduire l'émergence. On dérive là. Je respecte la procédure. L'émergence. Du coup, oui, l'émergence. L'émergence, c'est justement ce que pas mal de gens essayent de faire dans le jeu vidéo, mais n'y arrivent pas encore très bien. On en a un petit peu, mais pas tant que ça. Et que je pense que le jeu de rôle fait beaucoup, au contraire. C'est l'idée d'amener des situations qui n'étaient pas prédéfinies de manière statique à l'avance. C'est des situations émergente. C'est-à-dire qu'on a prévu un cadre assez large pour qu'il s'y passe suffisamment de choses, suffisamment imprévisibles, pour que à terme, en évoluant dans cet univers-là, dans ce cadre de possible, on rencontre des situations qui n'étaient pas prévues trait pour trait au début, mais qui ont été généré finalement par le système. Voilà, on parle de gameplay émergent, c'est quand souvent un joueur a trouvé un moyen de surmonter une difficulté d'une manière qui n'était pas prévue, avec des éléments générés qui étaient censés être là pour le décor, ou une mécanique qui n'avait pas été pensée par son input. Voilà, l'exemple typique du gameplay émergent, c'est bien sûr le Rocket Jump de Half-Life, qui permet, donc c'est bien Half-Life, c'est Quake ou Half-Life, je ne savais plus. Qui consistait à jeter une roquette sur les pieds en même temps qu'on sautait, et par l'impulsion on pouvait faire des sauts énormes tout en restant en vie si on se tuait pas, ce qui nous permettait d'atteindre des zones de la carte qui étaient censées être les spécialistes du gameplay émergent, ce sont bien sûr les speedrunners dont c'est vraiment le métier de trouver comme ça des astuces, ce qu'on appelle des tricks ou des tweaks, c'est jamais. Parfois des glitches. Des glitches, voilà, les glitches. C'est pas tout à fait ça. Les glitches, c'est plus l'utilisation d'un bug, donc d'une fonctionnalité dans le code. Ah, d'accord. Quelque part, le trick jumping est quand même aussi largement lié à l'exploitation de bugs. Puisque, en fait, c'est un problème d'arrondi, entre autres, qui permet d'allonger le saut. Non, ça, c'est les sauts sur des portes. Sur le trick jump. Sur le trick jump, d'accord, ok.
T'as aussi les sauts sur les pentes où, par exemple, souvent dans les jeux en 2D, notre personnage, quand il va en haut, on le fait avancer d'une certaine vitesse, par exemple A. Quand on le fait avancer à droite, on le fait aussi avancer d'une certaine vitesse, par exemple A fois le mouvement. Et quand on appuie sur les deux touches, donc à droite et en haut, et ben faut pas qu'il avance de A en diagonale. Parce que sinon, en avançant en diagonale droite, puis diagonale gauche, puis diagonale droite, puis diagonale gauche, il va aller plus vite que s'il allait tout droit. Et ça, c'est du glitch au final. Utiliser l'erreur de code pour avancer plus vite. Oui, sur le trick jumping, il y avait même une histoire en fait d'arrondi sur le calcul des angles, puisqu'on cible dans une direction et en le déplaçant, on fait du calcul de vecteur qui peut. C'est du bunny jump, non? C'est pas du trick jumping. Donc c'est pour ça que quand on regarde le speedrun de Tomb Raider 1, par exemple, Lara n'arrête pas de sauter dans tous les coins. C'est ça? C'est parce que le saut est plus rapide que... Ah oui. C'est même pas une blague. Hein, non, mais d'accord, moi je croyais que c'était tellement une blague. non, mais c'est la vérité. Si tu regardes le speedrun de Tomb Raider 1, tu vois que il saute en permanence, le gars, pour justement gagner cet arrondi, je pense. Ouais, c'est possible. Pareil dans les... Souvent, c'est les FPS qui utilisent le bunny jump, qui permet d'avancer plus vite ou voire de conserver son accélération. Sûr, voilà. Ah oui, évidemment. Ouais. En fait, pour le trick jumping, il y a entre autres cette technique-là qui consiste à ne pas toucher le sol pour conserver... Attention à ton micro! Qui consiste à bunny jump pour conserver sa vitesse et à utiliser l'erreur de calcul en fait du changement d'angle pour grignoter un tout petit peu de vitesse. Très bien. Ouais. Donc l'émergence. Alors tu penses que le jeu de rôle c'est uniquement de l'émergence finalement, ou une grande partie. Dans le jeu vidéo, l'émergence va faire 10% du jeu. Enfin, je sais pas, c'est un peu absurde d'en parler comme ça, alors que dans le jeu de rôle, 10% va être fixé et 90% sera de l'émergent. Quoi. Voilà. Alors pour revenir aussi sur ce qu'on a dit, quand on cherche, autant l'émergence, elle est arrivée au début beaucoup par erreur. Parce qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est ce qu'on appelle le metagame en fait. C'est les gens vont chercher une manière de jouer au-delà des règles. Autant maintenant, on cherche à créer des situations d'émergence, on cherche à mettre le joueur dans une situation où il peut trouver des choses au-delà de la simple définition du jeu. Même parfois, la définition du jeu est de chercher ces choses-là. Parce qu'on s'est rendu compte empiriquement que ça provoquait une satisfaction immense quand le joueur arrivait à empiler des trucs du décor pour passer un obstacle, etc. Et dans le jeu de rôle, moi, j'ai tendance à penser parfois que les créateurs vont faire, dans un jeu de rôle traditionnel, une liste de sorts à non plus finir parce qu'ils trouvent que ça fait velu, quoi, ça donne de la consistance au jeu. Pour autant, ils n'ont pas pensé que si tu assemblais 5 mages niveau 60 avec telle et telle panoplie de sorts, ils pouvaient complètement broquer le jeu et dépasser des difficultés. Broquer. Cette expression du broken qui est employée aussi dans le jeu de rôle pour parler d'un système qui est buggé, on dit aussi buggé, c'est-à-dire un système qui devient dysfonctionnel parce qu'il y a une mécanique, un système, un ensemble de choix qui permet de tout réussir voilà. ou d'arriver dans des situations dans lesquelles on ne peut pas. Par exemple, il paraît que l'appel de Cthulhu est buggé parce que si tu mets toutes les compétences dans la baston, en fait, le jeu échoue totalement à produire ce pourquoi il est fait, à savoir provoquer de la peur, etc. Dans la mesure où le Marines peut tout à fait se faire une légion de profonds sans aucun souci. Assez rapidement. Donc voilà, ça c'est des trucs qu'on sait parce que par expérience sinistre, c'est des choses qui arrivent. Stéphane, sur l'émergence. Puisqu'on parle de lien théorie du game design et jeux vidéo, jeux de rôle. C'est un bon exemple justement de parler de cette émergence. C'est plus la même chose. Là, tu me dis game design, jeu de rôle, ça ne fait aucun doute qu'il y a des ponts entre les deux. Oui, mais bon, moi, c'est quand même un truc de base, c'est que pour moi, il n'y a pas de différence entre jeu vidéo et jeu. Un jeu vidéo, c'est un jeu dont le support est un ordinateur. Les découvertes du game design peuvent apporter des choses au jeu de rôle, je plus sois, évidemment. Mais me dire les découvertes propres aux jeux vidéo peuvent apporter des choses au jeu de rôle, je plus sois pas. Alors c'est pas justement si c'était propre aux jeux vidéo, on pourrait pas les partager, ce serait propre aux jeux vidéo, mais oui. Les choses qu'on trouve quand même sur comment on fait un jeu qui est plaisant, qui est intéressant au niveau du jeu vidéo, je pense que ça peut s'appliquer en partie au moins au jeu de rôle. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est contingent.
C'est parce que vous avez eu la chance d'avoir une industrie qui a tout explosé. Il y a eu des tas de gens à y jouer, donc des tas de gens à chercher. Exactement. Et du coup, vous avez fait des découvertes en matière de jeux vidéo que nous, on n'a pas pu découvrir parce qu'on n'avait juste pas le nombre de personnes suffisantes, etc. Et c'est complètement mon propos de dire il faut exploiter ce truc-là à blinde parce que du côté du jeu de rôle, on n'a pas eu cette chance-là d'avoir énormément de gens qui vont être même payés parfois pour tester un jeu et donc pouvoir faire ces découvertes-là, pouvoir faire ces expérimentations avec un budget conséquent. Que le jeu vidéo, par contre, c'est une industrie, du coup, il y a assez de motivation pour faire ces choses-là. Elles se font et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Bien sûr. Évidemment. Le problème, en fait, et ce que tu vois pas, Stéphane, c'est qu'il y a aussi un énorme risque à faire ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour pouvoir bien adapter, et là, on va rentrer dans le débat, tu vas voir. Ça va y aller, là. 1h30 de podcast. On va rentrer dans le débat, les gars. Non, mais c'est parce qu'il fallait d'abord, comme ça, expliquer des théories. C'est vachement intéressant aussi d'avoir des exemples sur lesquels on va appuyer maintenant le débat. Stéphane ? Peut-être juste avant, du coup, puisqu'on parlait de cette théorie-là, de l'émergence et du lien au jeu de rôle, je voulais juste tout à l'heure dire que ça, j'ai essayé de l'appliquer justement pas mal dans mes parties. Et de me dire, je vais me débarrasser d'une partie des choses qui ne sont pas émergentes et pour essayer de remplacer par ce que le jeu de rôle sait très bien faire, et c'est-à-dire de l'émergence. Typiquement, je me suis débarrassé de beaucoup de systèmes de combat en me disant ça m'intéresse pas si le système de combat il consiste à dire je lance tel dé, je regarde le résultat sur une table où je le résous de telle manière et j'obtiens une valeur de blessure, etc. C'est pas émergent, c'est pas très intéressant pour moi. Du coup, j'ai à la place privilégié une approche où on va être beaucoup plus dans la description, beaucoup plus dans l'abstrait et qui, je trouve, sur mes parties, enrichit beaucoup ces aspects de combat. Parce que on est passé de je lance les dés et je regarde le résultat et ça donne une conséquence prédéterminée pratiquement, à quelque chose de beaucoup plus vivant, beaucoup plus narratif, où mes joueurs vont avoir tendance à faire des feintes, à me demander. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu quand un de mes joueurs m'a dit d'accord, tu me dis qu'il m'attaque, mais comment il m'attaque, dans quel angle est-ce qu'il a mis sa lame, etc. Et peut-être plus. Même pour aller plus loin sur les sorts, tu parlais de listes de sorts qui sont prédéterminés. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez peu émergent et c'est quelque chose qui m'a souvent beaucoup frustré de se dire j'ai un sort, il permet de faire ça, c'est défini, c'est écrit sur le papier. Là, je voudrais faire quelque chose qui est très proche, qui ressemble beaucoup. C'est normal que ce soit peu émergent parce qu'en fait, en réalité, les gens qui font des listes de sorts comme ça s'arrangent avant pour que justement le jeu ne soit pas broken. Donc ils vont tout faire pour finalement, ils vont faire des listes de sorts très très longues, mais ils feront également tout pour éviter qu'il y ait une adéquation de ces cartes, parce que moi j'appelle ça des cartes, qui fassent que le jeu soit buggé, quoi. Mais c'est là la grande force. Magic, c'est la grande force, oui. C'est la grande force du jeu de rôle, c'est que on n'est pas dans un univers fermé et où les règles sont nécessairement figées dans le marbre. On a un maître du jeu qui est là justement pour assurer qu'il n'y ait pas de... Et on a souvent... Patatras. Là, tu as réveillé le troll Maric, là. T'as dit maître du jeu. Maître de jeu. Oui, tu dis, dans un jeu de rôle, on a un maître de jeu. On a souvent un maître du jeu, peu importe. Pour moi, enfin. En tout cas, on a quelqu'un qui est là pour vérifier que on a au moins les joueurs, un arbitre, voilà. Quelque chose ou pas. Ça pourrait être un jeu de rôle entièrement avec les règles écrites dans le marbre, mais généralement, il y a un peu cette notion-là de dire que comme on modélise des univers extrêmement riches, extrêmement complexes, on peut pas définir de manière figée et très carrée tous les possibles dans cet univers-là, donc les règles vont laisser une marge d'interprétation, et c'est cette marge d'interprétation, le fameux degré de liberté, le jeu dans la pièce mécanique, qui va nous permettre de faire cette émergence-là. Et du coup, on peut l'appliquer aussi au sort, et même si c'est beaucoup plus dangereux, parce qu'un sort, ça peut vite devenir trop puissant, mais au final, il suffira d'ajuster l'univers pour que la difficulté reste intéressante. Voilà, si on laisse cette marge-là, on permet au sort de devenir émergent aussi. Et je trouve ça vraiment très intéressant de voir les joueurs dire « Je sais que mon personnage il sait faire ça, mais du coup, moi je voudrais plutôt qu'il combine ça avec tel autre sort qu'il connaît pour faire quelque chose qui est complètement différent. » Et alors que là, il se trouvait sans outils dans cette situation, il m'invente une nouvelle solution que je trouve intéressante. Et ça, tu trouves que c'est vraiment des trucs qui sont propres au jeu de rôle ? Oui.
Ouais, c'est la création qui s'exprime purement. Je crois que c'est la FFJDR qui a un système REV, R.E.V.V.S, un système simplifié dans lequel les mages ont pour comment dire, ils choisissent une espèce d'école, il me semble, un thème, feu, air, mais pas forcément ça, hein, ça peut être déception ou des trucs comme ça, et leur sort est libre. Ils décrivent ce qu'ils veulent faire et le MJ classe ça en difficulté. Et là, on est dans une possibilité que peut pas offrir le jeu vidéo. C'est simplement de l'émergence offerte, quoi. Tiens, fais ce que tu veux. Et il y en a d'autres, des jeux de rôle comme ça. Il y en a un où la magie se fait par l'intermédiaire de petits êtres. Là, je me rappelle plus. Agon. Magie intuitive. La magie, elle est aussi extrêmement libre. Alors, ça dépend de tes meneurs, parce qu'il y a aussi des listes de sorts, mais effectivement, il y a un système de magie en magie intuitive où tu vas pouvoir effectivement faire ça. Agon, un jeu extraordinaire. Enfin, un univers extraordinaire. Le système est un peu bizarre. J'ai une petite question, Stéphane. Donc toi, ce que tu recherches en fait dans tes parties de jeux de rôle, c'est des situations originales, des réponses originales, intelligentes, que proposeraient tes joueurs pour dépasser un problème. Non, pas nécessairement. C'est un des aspects. Enfin, dans ce cas-là, dans ce cas-là, oui. Enfin, quand on parle de ça, oui et non, parce qu'il y a aussi vraiment l'aspect roleplay, c'est-à-dire que si son personnage a aucune raison de me proposer cette solution-là, ce sera moins intéressant pour l'histoire. J'ai toujours un souci quand même. Oui, d'accord. Parce que dans ce cas-là, ma question c'est jusqu'où on transforme pas. Alors, un problème se pose. Le joueur va essayer de résoudre ce problème, il va utiliser toutes ses capacités intellectuelles, adaptation, etc., en fonction de son environnement et du problème. Est-ce que dans ton cas particulier, ça se résout pas, enfin ça se réduit pas finalement. Imagine un truc que le MJ n'avait pas, prévu. N'avait pas prévu ou en fait le but c'est de battre le MJ pour qu'il m'autorise à franchir l'obstacle. Je ne pense pas, dans le sens où quand à ma table il y a une très bonne idée qui apparaît, il n'y a pas que le MJ qui dit c'est une très bonne idée et tout le monde est généralement assez d'accord. On fait des gestes d'approbation pour et ça tu l'observes dans beaucoup de jeux de rôle, hein, Pierre. C'est le truc quand le personnage réussit à trouver le joueur trouve quelque chose de très créatif à travers son personnage. Ou à travers une situation qu'il décrit, si c'est un jeu dans lequel on joue pas forcément des personnages, eh bien tout le monde est là autour de la table en disant ouais, super quoi, quelle bonne idée quoi. Enfin, et il y a des gestes d'approbation qui ne trompent pas, des clins d'œil, des pouces levés, des sourires, ne serait-ce que ça. Darky. Est-ce que ça se résume pas trop à une séance d'écriture en commun dans laquelle t'as X auteurs qui doivent se mettre d'accord sur comment écrire la meilleure histoire, chacun cherche le meilleur moyen, Et j'ai l'impression que tu avais envie de dire, Stéphane, bah oui, qu'est-ce que le JDR si ce n'est ça? Oui et non, c'est-à-dire que il y a une partie de ça, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment une des grandes sources de plaisir pour moi dans le jeu de rôle que de raconter à plusieurs une histoire, une bonne histoire ensemble. Mais il y a aussi une distribution des rôles qui est généralement, ça je suis pas d'accord. Heureusement pas toujours, mais qui est généralement asymétrique, où il y a quelqu'un qui va avoir... C'est pas le but de raconter une bonne histoire à plusieurs. Enfin ça, vraiment c'est... Je suis assez d'accord avec toi, Romaric. Valentin. Si jamais on enregistre une partie de jeu de rôle, c'est le propos du Maelstrom, ça. Oui. Et que ensuite on retranscrit ça en tant que livre. Absolument. Je suis pas sûr. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr que ça soit intéressant. C'est de la merde, dit Darky. C'est ça que t'as dit. Ouais. Oui, je suis même assez d'accord avec ça. Voilà. Oui. Donc le propos, c'est pas de raconter une bonne histoire. C'est plutôt de la vie. C'est de raconter cette bonne histoire ensemble. C'est de créer un contenu. D'être dans ce procédé créatif ensemble. Oui, là-dessus, le Maelstrom fixe bien. Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça. Et moi, c'est là que j'en arrive un peu à mes limites par rapport à cette idée que les théories du jeu vidéo peuvent être utiles au jeu de rôle. Si ce sont les théories du jeu vidéo, ce que tu as dit en fait, c'est qu'il y a un problème de si elles sont propres au jeu vidéo, si elles sont utiles au jeu vidéo, elles ne peuvent pas être propres au JDR. On a affaire à deux médias différents. Alors, juste pour expliquer tout ça, déjà, pour moi, il y a un premier biais qui a été. Alors, déjà, je veux dire que c'est très intéressant toujours de se renseigner sur les théories de game design qui n'appartiennent pas à son média. Évidemment, je veux dire, je n'invite pas les gens à être narrow-minded avec des œillères à dire non, c'est des théories de jeux vidéo, je n'ai pas entendu parler, moi je fais du jeu de rôle, etc. C'est pas ce que je dis. Mais par contre, je dis attention, danger. D'abord, premier point, je pense que pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'à un moment donné, les théories du jeu vidéo pouvaient très bien s'adapter au jeu de rôle? C'est parce que dans un jeu vidéo, c'est un joueur qui entre en interaction, il y a l'idée que les deux médias sont des médias d'interaction, un joueur qui rentre en interaction avec une machine. Et on s'est dit finalement, le jeu de rôle, c'est la même chose, sauf que la machine est transformée par un meneur de jeu.
Et il y a une interaction entre comme ça des joueurs, des volontés à travers des personnages et une machine qui décrit l'univers, peut-être de façon procédurale, que sais-je, qui s'appelle le meneur de jeu. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on fait le parallèle entre les deux et qu'on se dit, mais en fait, le meneur de jeu est tel une machine et les joueurs autour sont... franchement, tu as l'air de tiquer, Stéphane, oui. Mais naïvement, je suis sûr que c'est comme ça que les gens ont commencé à penser. Moi, tous mes potes... Enfin, bon, vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire que justement, tu crées une différence parce que tu dis que c'est pas le même média, mais finalement, si on imaginait un jeu vidéo qu'on n'est pas capable de produire aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour on en sera capable, Google y travaille activement, de comprendre le langage naturel, etc. On pourrait complètement imaginer un jeu vidéo dans lequel on parlerait à son ordinateur, on resterait dans ce contenu fictionnel malléable dont tu parles. Finalement, le procédé qui se passe quand on joue, c'est la même chose. Vous disiez à raison que l'intérêt c'est pas du tout la narration produite, c'est le procédé, c'est être ce générateur de. Mais moi c'est pas ça narration. Que je critique, Stéphane. Ce que je critique, c'est le fait que ces théories en fait reposent sur l'idée que le jeu de rôle ce n'est rien d'autre que le jeu de rôle classique en fait, dans lequel des joueurs entrent en interaction avec un meneur de jeu. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que ces théories s'adaptent très bien. Quand on parle du jeu de rôle, les théories d'équilibrage, c'est comment gérer l'adversité quand t'es contre l'environnement qui s'adapte à toi. Là, je dis pas tous. Je pas le JDR traditionnel. Je dis attention. Si le problème de ça, c'est que ça nous incite aussi à voir le jeu de rôle classique comme le jeu de rôle par excellence, tu vois ce que je veux dire? Alors moi j'aurais justement une question du coup pour toi qui est donne-moi un jeu de rôle non classique dans lequel ça s'adapte pas et explique-moi pourquoi ça s'adapte pas. C'est pas facile comme question. Ouais, en plus sans la travailler, c'est pas évident. Et moi ce que je veux dire, c'est que juste tout ce que je veux dire par rapport à ça, je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Tout ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que le problème d'imaginer que le jeu de rôle, ce n'est rien d'autre qu'un jeu vidéo dans lequel ce n'est pas une machine. J'ai jamais dit ça. Non, je sais bien que c'est pas ce que tu dis. Mais je pense que beaucoup des personnes qui s'intéressent aux théories sur le jeu vidéo, je pense à certaines personnes en particulier, mais je veux pas les citer parce que j'ai pas envie de créer d'incidents diplomatiques, font cette erreur-là. Et donc, j'invite à prendre du recul par rapport à ça et ne pas imaginer que le MJ c'est juste l'ordinateur et que les joueurs sont un ensemble de PJ dans un environnement. Je suis désolé, mais par exemple, quand on voit la manière dont c'est fait, dont D&D s'est fait, si tu veux, on a quand même affaire à une bande de joueurs. On a presque envie de leur donner plutôt des fiches de perso, des manettes, que le donjon, il soit généré avec Minecraft, etc. Tu vois ce que je veux dire? On franchit vite le pas. Je voudrais faire un point quand même très rapidement là-dessus. C'est pour dire que pour moi, il y a une énorme différence entre ce qu'on appelle le jeu de rôle sur ordinateur, le jeu vidéo de rôle et le jeu de rôle papier. Et le JDR, ça n'a rien à voir. Aucune chose en commun, quoi. Évidemment. Alors, Valentin. Et moi, j'ai l'impression, Romaric, que tu fais le biais inverse de celui que tu contredis. C'est-à-dire que tu considères le jeu vidéo comme le jeu vidéo classique. Et peut-être qu'il y a de nouveaux styles de jeux vidéo. Et c'est là que j'ai envie de commencer à s'intéresser à la deuxième partie du podcast. Deuxième moitié du podcast, c'est en quoi les théories actuelles du jeu de rôle peuvent servir les autres jeux. Parce que finalement, là, on s'intéresse à ce sens-là. C'est vrai. Mais le jeu de rôle a évolué dernièrement. Et peut-être qu'on peut introduire... c'est-à-dire que j'ai l'impression que les premiers jeux vidéo partaient des jeux de rôle. C'est-à-dire que les jeux en console où on disait je veux taper tout ça, c'est des gens qui faisaient du jeu de rôle qui ont fait ça. Clairement. Baldur's Gate, c'est les règles de AD&D. Tout ça, c'est le jeu vidéo a été inspiré par le jeu de rôle. On voit d'ailleurs, c'est ce qu'on disait ensemble, Stéphane, en préparation du podcast, c'est que les deux médias, comme par hasard, émergent au même moment quand même. Oui. C'est quand même un truc... Dans les années 70. Ouais. Et du coup, ce que je me dis, c'est que peut-être aujourd'hui, les nouvelles théories sur le jeu de rôle, sur comment ça se fait... En tout cas, les développements théoriques actuels. Voilà. Peut-être qu'ils peuvent être appliqués aussi aux jeux vidéo pour... Mais c'est sûr qu'il y a des... C'est sûr. Et peut-être que les liens que tu fais... Tu t'imagines que là encore on parle de jeux vidéo trop classiques et tu penses que ça s'applique qu'aux jeux de rôle classiques, mais il y a plein de... Je comprends. Alors moi j'ai tendance à penser, Valentin, que ce qui distingue le jeu vidéo du jeu de rôle, c'est que dans un cas, le contenu fictionnel créé
est malléable, c'est-à-dire que les joueurs autour de la table ont directement accès au contenu fictionnel, alors que dans le cas du jeu vidéo, il est organisable. C'est-à-dire que les joueurs ne font que le choisir parmi un catalogue ou des générateurs procéduraux, mais ça revient au même. Non, c'est quand il est pas émergent. Quand il est pas émergent, c'est le cas, mais on cherche de plus en plus à aller vers l'émergence. Dans EVE Online, l'ensemble des joueurs construisent autant de jeux qu'un jeu de rôle, il me semble. Une partie de la fiction. Mais complètement. Mais pour moi, par exemple, EVE Online, c'est un jeu de rôle vidéo. C'est carrément devenu un jeu de rôle, en fait. D'accord. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que moi, la distinction que je fais entre les deux, c'est que le contenu fictionnel malléable d'une partie de jeu de rôle n'est pas en soi une fiction visible et partageable par tous, mais quelque chose qui va permettre, lorsque la partie se terminera, à chacun, dans son lit le soir, de reconstruire lui-même sa propre histoire. Et la différence d'interaction qui existe entre le jeu vidéo et le jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, on touche au code, si j'ose dire, directement. On est codeur, on est en amont même du contenu fictionnel. Alors que celui qui crée le contenu fictionnel dans le jeu vidéo, c'est le codeur. Et c'est lui qui fait du jeu de rôle, en fait. C'est lorsque Ankama est en train, ensemble, mais si c'est ça, ensemble de créer l'univers de Dofus, là, eux, ils sont en train de faire du jeu de rôle. Parce qu'ils imaginent, etc. Là, ils sont dans le contenu fictionnel malléable. Mais dès que ça devient un jeu vidéo, avec du contenu fictionnel qui n'est plus malléable, mais qui devient juste organisable, là, ça cesse d'être du jeu de rôle et ça devient du jeu vidéo. Et là, je suis pas d'accord, dans le sens où, pour moi, tu peux faire du malléable avec de l'ordinateur. Le support importe peu sur ce que je suis en train de dire là. Là, un petit trailer de peut-être d'un autre podcast, mais il est possible que la fiction puisse être créée par ordinateur, avec des choses qui évoluent, qui apprennent, des intelligences artificielles qui, en contact des joueurs, apprennent à créer de la fiction. On peut presque même dire que ça existe depuis des années, en fait, parce que les premiers balbutiements de l'IA, de l'intelligence artificielle, ont donné lieu à des affrontements d'IA, et donc les gens faisaient des... Mais ce jour-là, attendez les gars, vous êtes en train de dire, parce que c'est des ordinateurs qui le génèrent, c'est du jeu vidéo. Mais si un jour des ordinateurs peuvent générer ce que tu es en train de parler là, Valentin, eh ben, ils seront en train de faire du jeu de rôle, ils seront plus en train de faire du jeu vidéo. Mais en fait, c'est déjà, ce que je voudrais argumenter, c'est que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que quand on parle d'émergence, on parle de ça. C'est-à-dire, on parle d'une narration qui n'est pas figée dans le marbre, qui n'est pas définie entre A, B, C ou D, mais quelque chose qui donne une marge d'événements telle qu'on y perçoit le même genre de continuité que dans le jeu de rôle. Le jeu vidéo suppose l'existence d'une vidéo, c'est-à-dire d'un contenu fictionnel qui a été programmé, qui a été codé, mais aussi peut être procédural, peu importe. Que ce soit une machine qui le code, que ce soit une machine qui l'imagine ou un humain, ça ne change rien. Il est organisable. Ça dépend quelle définition on donne aux jeux vidéo, parce qu'on fait du jeu vidéo pour aveugles, par exemple, il n'y a pas d'aspect vidéo dedans, c'est que sonore. Mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même une donnée qui est contenue dans une machine et que les humains ne font qu'organiser. Elle ne crée pas. Alors que dans le jeu de rôle, on crée. De toute façon, Darky a tort. Émergence de Flavie dans ce podcast. Donc, bon. Ce que je veux dire, c'est que là, tu parlais de vidéo. Imaginons que on ait des joueurs de jeux de rôle qui aient des appareils branchés sur leur tête. Ouais. De telle sorte que s'il y a un écran et qui projette en quelque sorte leur pensée sur un écran. D'accord. Ça serait donc qui est de maître de jeu ou pas, ou peu importe. Et qu'est-ce que tu crois que tu vas voir sur l'écran ? Ce n'est pas important. Oui, très probablement. Je sais pas si on a entendu Darky, mais peut-être il a dit des boobs. Alors non mais qu'est-ce que tu vas voir sur l'écran ? Alors ce que tu verrais, c'est en quelque sorte l'imaginaire des joueurs. Une représentation de l'imaginaire des joueurs, et à ce moment-là, ça serait une vidéo. Mais non, parce que cette vidéo-là, elle ressemblera à rien. Parce que chacun imagine des choses différentes. C'est comme si tu superposais 5 images de 5 centre de l'imaginaire des joueurs. Si chacun voit le contenu généré par les autres, il y a des chances que ça converge à un moment aussi. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça serait du jeu vidéo ou est-ce que ça serait du jeu de rôle ? La vidéo n'implique pas le fait ou alors s'il y avait un joueur qui génère la vidéo ?
ça serait les joueurs. Absolument. Et voilà, c'est complètement la différence. Alors que dans le cadre du jeu vidéo, dans le vidéo c'est du jeu aussi. C'est toi qui bouge ta caméra, c'est toi qui génère ta vidéo. Qui change les textures, qui change la résolution. Parce que personne ne voit la même chose dans le jeu vidéo. Tu organises des choses qui sont déjà codées. Alors que dans le jeu de rôle, ce n'est pas de l'organisation. C'est toi-même qui code directement. Je suis désolé, c'est pas la même chose. Est-ce qu'avec un niveau de choix et d'interaction avec l'univers d'un Minecraft, par exemple, est-ce que tu considères qu'on est toujours dans l'organisation ou est-ce qu'il y a vraiment un aspect d'émergence? Sachant qu'avec, quand tu joues on a vu des choses extraordinaires. Tout à fait. Quand tu joues à créer un Megaman, tu es en train d'organiser du contenu qui est là, d'accord, pour en faire un Megaman, d'accord. Ça, c'est une chose. Après, quand 4 joueurs se rejoignent sur une map de Minecraft et font émerger, là, du coup, pour le coup, réellement, sur cette map, des histoires d'amour entre eux, des trucs comme ça, qui ne sont pas dans le code des développeurs, mais bien dans leur tête. Là, ils font du jeu de rôle en se servant de support jeu vidéo. Enfin, en se servant de la vidéo comme ça. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, l'émergence, on essaie de plus en plus de la mettre dans le game design, c'est-à-dire qu'on a prévu qu'il y ait des choses pas prévues. Mais écoute, le fait que les joueurs de jeux vidéo veulent de plus en plus faire du jeu de rôle, c'est très bien. Je veux dire, tant mieux. Enfin, le fait que, mais n'empêche que ce que t'es en train de me dire là, Stéphane, c'est que le jeu vidéo tend à devenir du jeu de rôle. Le jeu vidéo veut aller vers ça. Ça me pose aucun problème. Mais ce qui me pose problème, c'est quand le jeu de rôle tend à devenir du jeu vidéo. Là, ça me pose problème. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, Valentin, tu parlais de construire un bloc qui fait Megaman, mais je me demandais, est-ce que ceux qui font du jeu de rôle, est-ce qu'ils jouent pas aussi avec des blocs et avec des règles pour les assembler? Par exemple, ça s'appelle des mots et la grammaire. Fais gaffe, mec, tu parles à un Wittgenstein, hein, tu vas là, tu vas sur mon terrain, là. Non, mais bien sûr, évidemment. Et quelque part, c'est aussi de la construction à partir de règles et de blocs connus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, du coup, on joue avec un code qu'on appelle le langage, là où des jeux vidéo vont utiliser plutôt langage, HTML. Oui, mais non, mais c'est ça. Oui, mais tu vois, c'est juste que les codes utilisés dans la programmation ont des références qui sont fixes. Par exemple, tu prends un HTML, dièse 00, je sais pas quoi, ça va être telle couleur. La référence est fixe. C'est une couleur bien donnée. Mais ça dépend parce qu'elle s'affiche différemment sur chaque écran. Juste pour finir. Si. Non, attends. Juste pour savoir, c'est-à-dire que... Il y a toujours une marge d'interprétation, en tout cas. Ouais. C'est vrai. Mais ça, je ne le nie pas, qu'il y a toujours une marge d'interprétation. Dans le Maelstrom, j'en parle bien, l'interprétation, des situations, etc. Il y a la proposition, elle, qui est partageable et fixe, mais évidemment, la situation imaginée à partir de cette proposition, et c'est un peu la couleur de l'écran dont tu parles. Mais quoi qu'il en soit, les mots utilisés dans le code, HTML, par exemple, si on prend ce code-là, qui est un petit peu connu de tout le monde, je pense en tout cas des gens qui s'occupent d'Internet un petit peu, eh bien, il fait référence strictement. Alors que le mot noir, par exemple, c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand on revenait encore une fois à la cellule, on parle souvent du paradoxe Sorite, du problème Sorite, eh ben, il n'a pas une référence aussi stricte. Donc, juste, c'est trop compliqué, enfin, c'est trop facile de dire, oui, mais c'est le langage, machin. Le langage peut évoluer. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Val Stéphane. Dans le sens où tu parles d'organiser un contenu déjà présent, je pense juste que c'est une question de quantité de contenu. Quand tu regardes un Oblivion, il y a beaucoup de contenu pour un jeu, mais ça fait très peu par rapport à ce qu'il y a dans la tête d'un meneur de jeu. Le jour où la machine elle est capable d'exploiter les contenus qui sont sur Internet pour générer du jeu, elle aura beaucoup plus vaste de contenu que ton meneur de jeu. Encore une fois, que le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous, chez Ankama, vous cherchiez à vous inspirer des théories qui se font dans le jeu de rôle pour faire en sorte que le jeu vidéo se rapproche du jeu de rôle, ça ne me pose aucun problème. Et d'ailleurs, de la même manière, lorsque c'est le propos du jeu que de se rapprocher du jeu vidéo, du jeu de rôle, de se rapprocher du jeu vidéo, qu'il s'inspire des théories du jeu vidéo, ça ne me pose aucun problème. Je pense par exemple à Parsley Game, qui était un jeu qui avait été édité par la boîte à eux à l'époque, qui était un jeu qui se rapprochait justement des jeux vidéo textuels des années 80. C'est quoi les jeux vidéo textuels? C'est début 80, 80, je crois. Et donc l'idée en fait, c'était vraiment de faire un jeu de rôle dans lequel on fait du textuel. Ça, c'était marrant. Et du coup, c'était intéressant que la personne qui a créé ce jeu aille se renseigner sur les théories du jeu vidéo textuel de cette époque pour faire ça. Que le jeu vidéo veuille se rapprocher du jeu de rôle, moi ça ne me dérange pas.
et que par ailleurs il continue sa quête dans d'autres dimensions, parce que le jeu vidéo ce n'est pas que du jeu de rôle, tu vois, Tetris, je veux dire, ça je trouve ça cool aussi, tu vois, ça ne me pose aucun problème, mais ce n'est que certains joueurs de jeux vidéo. Chez Ankama, vous êtes combien à faire du jeu de rôle? Là, dans l'open space, avec l'équipe avec laquelle je travaille, il y a à peu près 50% de rôlistes. On est bien d'accord. Voilà, déjà. Ça, tu vois. Donc, ça veut dire que c'est normal que vous veuillez tendre vers ça, parce que vous êtes biclassé. En fait, je pense que depuis le début, depuis le tout début du jeu vidéo, on a envie de faire du jeu de rôle, parce que justement, cette liberté, c'est quelque chose qui nous est très précieux à tous. Mais, c'est pas parce que justement, je trouve que ça va pas dans les deux sens. C'est-à-dire que le jeu vidéo a envie d'aller vers le jeu de rôle, il le questionne, il essaye d'en retirer ce qu'il peut. Et de l'autre côté, le jeu de rôle a tendance à rester très isolé, veut pas forcément récupérer les théories du game design qui viennent du jeu vidéo. Ça, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui veulent le faire. Je dois être le seul à défendre l'inverse. Franchement, autour de cette table, regardez-vous. Vous êtes tous les quatre fervents défenseurs. Je suis clairement en minorité. Enfin, l'ensemble. Combien de gens vont écouter ce podcast en se disant, putain, Stéphane, ce mec est passionnant. Romaric, quel boulet. Enfin, je suis sûr que c'est 75 ou 80% des gens qui nous écoutent en ce moment qui trouvent que t'es génial et que moi je suis un gros boulet. Non, c'est pas la question. Non, mais voilà, donc attention, faut remettre les choses en place. C'est pas la question. Est-ce que, par exemple, justement, cette remise en cause des théories du jeu vidéo, tu les mets pas en doute parce que tu as peur que le jeu de rôle tendent vers le jeu vidéo. Mais c'est pas la même chose d'en exploiter des mécaniques, d'en exploiter des théories et de faire la même chose. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est ce que je voulais dire au départ quand je disais attention, c'est pas parce que vous exploitez des théories qu'il faut faire la même chose. Bien Exactement. Sûr. On est parfait, vraiment parfait. T'as parfaitement défini mon point. Quand on parlait du paradoxe de Sorit, c'est ça? Problème Sorit, ouais. Problème Sorit. Ouais. J'ai l'impression qu'on est encore complètement dedans. Parce que le jeu vidéo, le jeu de rôle, est-ce que c'est pas des concepts un petit peu flous quand même? C'est-à-dire que... Le jeu de rôle? Oui. D'accord. Est-ce que à partir d'un certain moment, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses un petit peu mixtes, donc qu'on n'arriverait pas à définir est-ce que c'en est vraiment ou pas? Et du coup, emprunter aux règles du jeu vidéo, ça serait plutôt créer... un jeu de rôle qui partira vers le jeu vidéo, voire même un nouveau média, Parce qu'on verra émerger sur ce jeu de rôle vidéo un nouveau des et nouvelles. C'est pas forcément tu dis que c'est non, je dis pas que c'est mal, les gars. Je dis que ce qui est mal, c'est exactement. Stéphane a très bien résumé ma position. Il a dit ce qui est mal, c'est pas d'étudier les théories des uns et des autres, parce que ça c'est toujours intéressant de faire des ponts entre les théoriciens. Mais on le fait trop peu. Ce qui est mal, on le fait trop peu. Ça, je suis d'accord. Tu fais un appel là, tu lances un appel. Non, ça c'est pas vu. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est ce que je disais au départ quand je disais c'est toujours intéressant. Mon point n'est pas de dire ne lisez pas les théories des autres. Au contraire, c'est ça l'intelligence en fait, la transversalité entre les différentes matières. C'est l'intelligence, c'est le génie. Pourquoi Léonard de Vinci est un génie? Parce que justement, il avait une connaissance qui lui permet d'avoir énormément de transversalité dans plein de domaines. Et ça, on est bien d'accord. Non, moi, ce que je veux éviter, c'est exactement ce qu'a dit Stéphane et qu'il a très bien résumé. C'est que les gens, parce qu'ils lisent de la théorie de jeu vidéo, fassent du jeu de rôle, du jeu vidéo, parce qu'ils appauvriraient, à mon avis, en l'état actuel des choses, ils appauvriraient leurs médias. À ce moment-là, c'est un peu la même chose pour tout. Quand il faut s'inspirer, il faut s'inspirer en conservant son identité. Et c'est pas juste le média jeu vidéo, jeu de rôle, c'est un peu tout. Quand si le jeu de rôle veut s'inspirer du cinéma, je pense que ça arrive. Oui. Il faut pas non plus faire du cinéma interactif qui des fois. Exactement. On a fait un podcast sur le sujet. Et donc du coup, je pense qu'il faut toujours savoir doser l'inspiration. Et c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que ce qui n'empêche pas de faire des objets mixtes aussi. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait. Mais je pense que là, on va retomber sur un problème de définition. Moi, c'était un point que je disais avant le podcast qui pour moi est important, c'est que je fais pas du tout de distinction entre jeu vidéo et jeu. En fait, enfin, un jeu vidéo, c'est juste un jeu. C'est un jeu et dans lequel on utilise un support particulier, mais peu importe, c'est vraiment pas la question. Par contre, et ça, c'est une chose que Romaric m'a fait me questionner dessus en fait la première fois qu'on a discuté. C'est que pour moi, dans ma tête, il y avait a priori une distinction entre jeu et jeu de rôle. Et je remets ça en question, je suis pas sûr du tout que ce soit le cas, je suis pas sûr du tout que ce soit pas le cas. Quelqu'un de modéré. C'est tellement bien les gens modérés. J'y réfléchis pour l'instant. C'est bien.
Bah, je sais pas, alors pourquoi le jeu de rôle serait différent d'un jeu? Alors, ouais, je pense que c'est vraiment un point qui est vachement intéressant parce que si on veut parler justement de distinction entre le game design tel qu'on le pratique du côté du jeu vidéo et ce qui se passe dans le jeu de rôle, il faut bien qu'on voit est-ce que c'est la même chose, à quel point est-ce que ça rentre dans le même cadre. Et pour moi, en fait, le jeu de rôle est très différent parce que justement, ça dépend beaucoup des définitions qu'on prend pour le jeu, mais le jeu a généralement un objectif, des obstacles, des moyens pour être réalisés. Et ce qui va sortir de ce cadre-là, ce sera ce qu'on appelle du metagaming. Si on a un objet qui présente juste des éléments avec lesquels on peut interagir sans objectif et sans obstacle du coup, puisque s'il n'y a pas d'objectif, il peut pas y avoir d'obstacle, on est plutôt face à un jouet et pas à un jeu. Et j'ai le sentiment, mais je suis pas certain de ça, mais j'ai le sentiment que le jeu de rôle est peut-être quelque part entre les deux, où il y a beaucoup de méta. C'est le langage, le jouet. Le jeu de rôle, ça reste un jeu. Parce que chaque jeu de rôle fixe quand même des objectifs. Les auteurs orientent, mais si, les auteurs orientent les contenus fictionnels dans des sens qu'ils arrangent. Si par exemple je dis, dans mon jeu, on joue des conflits entre les hommes et les nains, dans un univers médiéval fantastique, tu vois que je suis en train de faire un entonnoir qui va restreindre le contenu fictionnel. Et ensuite, je vais proposer des objectifs. Je vais dire, le but, ce sera de jouer les batailles, les spectacles, les batailles spectaculaires entre ces deux nations, ces deux ethnies, ces deux peuples. Tu vois l'idée ou pas? Je vois complètement l'idée. Je trouve ça super intéressant. Mais Stéphane, si on prend le podcast que vous avez fait sur Perdu sous la pluie, il me semble qu'il y a la partie qui est racontée et qu'à la fin, cette direction qui est donnée par le cadre narratif et tout ça, c'est la survie, c'est celle-là qui est vraiment induite. Alors, en tout cas, être le dernier, les règles contribuent à essayer d'être le dernier. Oui, mais je crois que l'objectif de Perdu sous la pluie, c'est d'abord de faire de l'horreur enfantin. C'est de créer un contenu fictionnel malléable d'horreur enfantin. Le mécanisme de survie n'est qu'un mécanique d'une mécanique du système qui va pousser les gens à créer l'horreur enfantin que Vivien Féasson a souhaité dans ce jeu. C'est le MacGuffin en fait. Mais du coup, l'objet est bien quand même la narration générée, même si c'est le fait de la générer, dans l'action de générer et pas le produit fini après que ce soit généré. On est d'accord que dans ce cas, l'objet, c'est bien cette narration-là. L'objet ne sait pas. Ouais, d'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que tu en conclus, Stéphane? Qu'il y a peut-être des choses différentes. Il y a plus que du jeu dans le jeu de rôle. Peut-être. Et moi, il me semble que c'est ça qui m'intéresse. Tu sais bien que je suis d'accord avec toi, parce que quand on lit la conclusion du Maelstrom, je fais le rapport entre même l'économie, la politique et le jeu de rôle. Puisque qu'est-ce que c'est que faire de l'économie ou faire de la politique? Faire de la politique, c'est plus clair, je pense, pour les auditeurs. C'est faire un ensemble de propositions en attendant qu'un maximum de personnel politique soit d'accord avec la proposition, donc fasse des gestes d'approbation, etc. Donc, c'est on parle d'ailleurs d'une proposition politique, au sens où on propose des idées et le but c'est de faire Facebook est un jeu de rôle. On a des gens qui font des profils, qui disent des mots à travers des avatars, à travers des profils, et qui attendent les j'aime, qui sont des gestes d'approbation de leurs propositions, par exemple. Et le but du jeu sur Facebook, c'est d'obtenir le maximum de j'aime, le maximum de partage. Ça peut en être une approche, en tout cas. Voilà, ça peut être une approche, mais tu vois, par exemple, voilà. Et là, du coup, mais alors, le truc, si tu veux, et c'est là que je te réponds, Stéphane, c'est que ces choses utilisent une forme qui s'appelle le Maelstrom, et c'est comme ça que je l'appelle, qui est donc c'est tous ces systèmes qui mettent en place des systèmes de proposition, approbation. Proposition, imagination de situation, approbation. La différence avec le jeu de rôle, la différence entre le Maelstrom, si tu veux, et le Maelstrom du jeu de rôle et le grand Maelstrom qu'est Facebook, c'est que dans le jeu de rôle, le contenu fictionnel malléable créé cesse lorsque la partie s'arrête et n'a plus aucun impact sur la réalité des faits. Même si, par ailleurs, les fictions que les gens se racontent après en ayant vu ce contenu fictionnel malléable peuvent être intéressantes pour la réalité de tous les jours. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a pas d'impact. Alors que Facebook,
il y a un impact sur la réalité après. Parce que ton employeur, il peut faire des recherches sur Facebook, voir ce que tu as dit, etc. C'est pas parce que certaines personnes peuvent considérer Facebook comme un jeu qu'il faut que tu l'appelles jeu. Non, parce qu'on peut choisir de pas y jouer. Du coup, ça terne un peu. Ce que j'essaye un peu ton propos. Ce que j'essaye de dire, c'est que le jeu de rôle dans sa forme peut se retrouver ailleurs, en dehors du jeu de rôle en lui-même. Mais que le jeu de rôle, pas l'activité faire du jeu de rôle, ce n'est rien d'autre que créer un contenu fictionnel malléable qui n'a d'autre but que lui-même. Jetable, quoi. Ouais, en un sens, il est jetable. Mais il est jetable, mais au sens où une œuvre d'art est jetable aussi. Oui. Parce que l'œuvre d'art n'a d'autre fin qu'elle-même également. L'urinoir de Duchamp n'a pas pour but de faire en sorte que les gens pissent dedans. Mais est-ce qu'on revient pas sur la définition du jeu, cadre fictionnel dans lequel on peut apprendre sans impact, sans risque. Exactement. Sur le monde réel. Donc tu vois, le jeu de rôle a une forme de maelstrom qu'on retrouve à d'autres échelles. Mais le jeu de rôle en lui-même est quand même canalisé à un jeu. Ça va, Stéphane ? Oui, mais après, on pourrait complètement imaginer un réseau social type Facebook, mais avec de la privacy, une protection de la vie privée suffisante pour que justement ça n'ait pas d'impact grave. Ça en aura forcément parce que c'est tes amis qui s'inscrivent. Remarque, tu me diras, parce que l'interaction entre gens, mais dans le jeu de rôle, t'as raison. Ouais. Mais c'est plus complexe. Du coup, quand on dit sans risque, c'est un peu abusif en fait, avec moindre risque. Oui, mais la fiction qu'on raconte sur Facebook, les gens le prennent pour la réalité. Enfin, c'est vachement compliqué. Mais oui, c'est ça, c'est que le problème. Là, tu disais que tu crées des profils sur Facebook, mais finalement, ton profil, c'est souvent toi. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même. Tu mets beaucoup de toi dedans. Voilà. Ouais. Peut-être alors que dans le jeu de rôle, tu fais un personnage. C'est-à-dire. Mais tu mets aussi beaucoup de toi dans un personnage. C'est-à-dire que à ce moment-là, quand je veux dire, la personne que je suis avec mes patrons, c'est un profil. C'est pas le moi de tous les jours. Mais carrément. Moi, je suis d'accord avec toi, Valentin. Romaric soutient l'idée que la vie est un jeu de rôle. Oui, la vie est un grand maelstrom en fait. Exactement. Du coup, tu te contredis sur le fait que ça n'ait pas de conséquences. Non, attention. Je ne soutiens pas que la vie est un jeu de rôle, je soutiens que la vie est un grand maelstrom. Et que le jeu de rôle, c'est une activité particulière qui consiste à mettre en place un maelstrom qui crée un contenu fictionnel malléable qui n'est valable que pour lui-même, donc ça reste du jeu. Le jeu de rôle, c'est le jeu qui consiste à prendre le maelstrom comme un jeu et en faire un jeu, en fait. Finalement, le jeu de rôle, c'est un peu un jeu de la vie. Voilà, c'est ça, c'est le mini-jeu de la vie. Donc, il n'y a pas plus que du jeu. Tu disais tout à l'heure que le jeu de rôle, c'est un peu plus que du jeu. Il y a autre chose que le jeu dans le jeu de rôle. Non, c'est le maelstrom qui est un peu plus que du jeu. Le maelstrom, ça met Adolf Hitler au pouvoir. Dixit, La Vague. Le film La Vague, qui montre comment, en mettant en place un maelstrom, un grand maelstrom, tu peux mettre Hitler au pouvoir, en fait. Hein. Alors que le jeu de rôle, lui, il est inoffensif. Parce que le maelstrom est là uniquement pour créer un contenu fictionnel malléable dont on sait qu'il est fictionnel. Alors que les grands maelstroms, eux, écoutez les économistes danser dans l'air, mais la croissance, mais c'est la réalité. L'argent, c'est la réalité. Eux, ils sont persuadés que l'économie, c'est réel. Et voilà, c'est ça un grand maelstrom. Alors que le jeu de rôle, les rôlistes, eux, lorsqu'ils font leur maelstrom dans leur coin, ils disent pas à la fin « Mais les elfes, c'est la réalité !» Eux, ils savent que c'est fictionnel. Ils sont pas fous comme les économistes, en fait. Ça peut arriver, mais il est fou avant, quoi. C'est ça, en fait. Les rôlistes sont des gens sains. alors que les économistes sont fous. Les politiciens sont fous. Ils entendent par réel, tout le monde le considère réel, donc ça a autant d'impact dans la vie que si c'était fictionnel. Bon, on va peut-être arrêter là notre digression philosophique, etc. Mais en tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je pense que même si le jeu de rôle prend au maelstrom qui, lui, s'applique à la réalité, le jeu de rôle reste un jeu canalisé. Mais dans ce cas-là, on définit le jeu de rôle comme étant un jeu dont l'objectif est le maelstrom généré. Le contenu fictionnel malléable généré et le moyen, c'est le maelstrom qui est un mécanisme utilisé en sociologie, en politique, en économie, etc. Comme je trollais tout à l'heure à ce sujet. Voilà. Je pense qu'on a 2 heures de podcast, on a bien, 1h50. Je pense qu'on a déjà bien débroussaillé le sujet. On aura peut-être l'occasion de revenir, bien sûr,
de toute façon, le podcast de la cellule a pour but de faire se rencontrer les théoriciens. Alors évidemment, j'ai trollé, vous l'avez tous noté, ma mauvaise foi légendaire, hein. Ah oui. Mais tu sais très bien que je suis prêt à inviter. Voilà, exactement. Et je sais très bien que je suis prêt à play, vous avez coché j'accepte les contrats du Trollmaric. Non mais ça pousse. Je trouve que c'est intéressant parce que malgré tout, ça pousse quand même les gens à aller jusqu'au bout de leur définition, à aller jusqu'au bout des conséquences. Exactement. Et parce qu'on voit toujours les conséquences positives de faire se discuter un philosophe, un politicien, un théoricien du jeu vidéo, un théoricien du jeu de rôle, mais on voit pas aussi les impacts négatifs que ça pourra avoir sur l'une ou l'autre des activités. Parce que c'est pas sûr que tous les gens qui font du jeu vidéo ont forcément envie que le jeu vidéo s'oriente vers le jeu de rôle, hein. C'est pas le cas de tout le monde, c'est sûr. Et c'est exactement de la même manière. Après, il y a des jeux vidéo qui s'orientent vers le jeu de rôle et il y en a qui sont c'est-à-dire que le jeu de rôle ne s'oriente pas vers le jeu vidéo ne s'oriente pas vers le jeu de rôle, il se diversifie. Tout à fait, non mais tout à fait. Donc, ouais, voilà. Complètement. Voilà. Et donc tout ça pour enfin, en conclusion, donner un grand message d'espoir aux rôlistes quand même. Les rôlistes qui se sont sentis délaissés par tous ces gens qui sont partis jouer à Magic ou partis jouer à World of Warcraft, eh bien regardez-les. Stéphane en est la preuve, les rôlistes reviennent. Les rôlistes reviennent. Les gens qui faisaient du jeu vidéo Ils ne sont jamais partis. Ils ne sont jamais partis, exactement. En fait, c'était une illusion. Certes, ils ne consommaient plus de jeux de rôle papier jusqu'à aujourd'hui, mais je pense que grâce au progrès que l'informatique, que le jeu vidéo est en train de faire et grâce aux réflexions que mènent certains messieurs, notamment chez Ankama quand même, qui est une des plus grosses boîtes de jeux vidéo en France. Je sais pas si c'est, en France, hein, parce que vous avez des studios oui, il y en a à l'international aussi. D'accord, ok. Il est assez présent. Voilà, c'est intéressant quand même de voir des gens qui commencent, des gens qui commencent à écouter la cellule, par exemple, chez Ankama, des gens qui commencent à s'intéresser au. On va tous se retrouver. Je pense qu'à la fin, ce sera une grande fête avec les Ewoks. Et ça, vous le savez très bien, j'y suis extrêmement favorable. Et donc, voilà. Entendu. Mon but n'est pas de faire de scission. Là, notre destin. Absolument. Allez, merci Stéphane. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver, bien sûr, hein, comme l'a annoncé tout à l'heure Valentin. C'est pas le seul podcast qu'on enregistrera avec Stéphane. On va en faire d'autres dans la suite, nous de la journée, vous de l'année. Merci à Stéphane d'être venu. Merci à Valentin. Merci à Darky. Merci à Pierre d'avoir répondu à tous mes trolls. Merci à vous, chers auditeurs, de nous rester fidèles. Merci. Jouez bien. Portez-vous bien. C'est ça qui compte. Salut. À la prochaine. Merci à tous. Voilà.